Donc aujourd'hui, on est le 24 novembre 2026. Trump a reconnu avec bonne grâce et goguenard que ça ne le dérangeait pas qu'on l'appelle fasciste. Une autrice italienne, bon, autre chose, hein, et pro-migrant, Elena Mistrello, a été refoulée à l'aéroport alors qu'elle venait à l'invitation du Festival BD de Colomiers. Et le gouvernement est toujours illégitime et la répression des manifestations toujours violente. À part ça, la vie continue. Comme vous le savez, 2 lundis par mois, je reçois sur cette chaîne un invité exceptionnel qui nous parle de sa spécialité, qu'il soit youtubeur, militant, scientifique et autres. Aujourd'hui, c'est un musicien, un streamer militant, un docteur en biologie moléculaire et un professeur de mathématiques que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en la personne d'Alexander Samuel. Voilà. Voilà. Et Bonsoir. alors, je précise que la douce musique qu'on entend en ce moment et qu'on aurait dû entendre durant l'écran d'attente, mais ça n'a pas marché parce que j'ai mal configuré mon truc, c'est celle de Foimior. Je doute que j'ai la bonne Oui, c'est bien prononciation. prononcé, c'est beau. Bien joué. Groupe de black metal dans lequel tu as officié en tant que chanteur sous le pseudonyme de Sreng entre 2009 et 2013, si je dis pas de bêtises. Là, tu peux me Ah non, corriger. jusqu'à 2019, oui, tout le long. 19. Ok, super. Ah oui, après j'ai vu que vous avez fait des collaborations avec d'autres groupes. Oui, voilà. Ouais. Ça se fait souvent dans le métal. Et tu me racontais dans le pré-entretien qu'on a fait le 20 novembre que c'est le milieu black metal qui t'a un peu incité à lutter activement contre l'extrême droite au départ. Ça s'est passé comme ça ou pas tout à fait? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'étais organisateur de concerts aussi, et puis je voyais dans mes concerts des gens qui appréciaient le métal, mais qui lentement se sont mis à apprécier Soral aussi. Et du coup, c'était un petit Ah mélange. oui, c'est ça. Et voilà, j'ai essayé de faire des petites actions. Je peux t'en citer une qui est très drôle. Oui, vas-y. On Ouais. avait, à l'entrée des concerts, en fait, on mettait des petites pancartes Ouais. où on mettait les logos des groupes nazis. Alors souvent, les gens interdisent les groupes nazis ou les groupes d'extrême droite, disent ah, les Oui. antifas, ils se mettent à l'entrée et puis bloquent l'entrée aux groupes fachos. Ouais. Là, en fait, nous, on a fait autre chose. On a dit bon, bah, si vous portez un t-shirt d'un groupe nazi, soyez fiers d'être français, soyez fiers, soyez des vrais nazis, montrez vos couleurs, etc. À chaque fois qu'on verra un logo comme ça, nous, on reversera 1 € de votre entrée à une association d'aide aux migrants. Soyez fiers d'être français, Ok. aidez les migrants. Ah, Et en super. fait, ils détestaient tellement les migrants qu'ils étaient prêts à enlever leur couleur nazie plutôt qu'à laisser 1 € être versé pour une aide aux migrants. Donc voilà. Ouais. Il y a certains qui ont financé l'aide aux migrants grâce à leur t-shirt nazi, d'autres qui ont préféré retirer leur t-shirt. Alors on avait des t-shirts Refugees Welcome à disposition pour qu'ils puissent les mettre par-dessus, Du s'ils coup, voulaient vous avez... cacher les couleurs. Terrible, terrible. Ah ouais, donc ils Voilà. étaient vénères quand même. Hein. Ah, je rigolais un petit peu sur j'ai essayé des différents trolls, on va dire, mais globalement, ouais, j'ai remarqué que c'était une des portes d'entrée, on va dire. C'était pas la porte d'entrée principale, mais une des portes d'entrée qui existait par rapport à l'extrême droite, la musique. D'accord. Métal, Dans la c'est... musique, en fait, Ouais. à la fois j'avais mon groupe de musique et j'organisais des concerts en même temps. Et donc j'étais assez proche de la scène métal du coin. Alors la scène métal est très variée, hein, il y a des sous-genres. Et moi je faisais évidemment le sous-genre le plus horrible, le black metal. Et dans ce black metal, il y avait quand même des groupes très marqués extrême droite, ouvertement. Mais je pensais que c'était quand même passé de mode, le côté extrême droite dans le black metal. Et Ouais. finalement, pas tant que ça. Il y avait quand même beaucoup dans le public, etc., des petits trucs qui remontaient, qui revenaient, etc. Et donc du coup, je me disais que alors, le groupe en lui-même n'était pas positionné. On voulait faire de la musique pour de la musique, hein, l'ensemble du groupe n'était pas nécessairement militant. Mais dans le groupe, on avait quand même 2-3 personnes qui étaient un peu comme moi, assez vénères, Ouais. militants. Ouais. Et donc du coup, ça nous dérangeait quand même d'avoir ça. Et puis on essayait de trouver des moyens, non pas agressifs et violents, mais plutôt subtils et malins Oui, oui, oui. pour, Ouais, pour c'était changer bien un là, peu l'action la que vie. tu as Ouais, citée là. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Et donc, et simultanément, ça c'était après ta période où tu étais étudiant, c'était avant ta thèse, c'était après, c'était quoi? Ça a commencé durant ma thèse que j'ai fait de la musique un peu, enfin j'en faisais déjà avant, mais c'était un peu parallèle, on va dire. Mais ouais, D'accord. j'étais étudiant en biologie à la fac de Nice Ouais. et j'ai commencé le groupe quand j'étais déjà en master, ce groupe-là, hein. J'avais déjà d'autres projets avant et ouais, durant cette thèse, bah, ce qui m'a marqué aussi, c'est la fraude scientifique. C'est le deuxième aspect qui m'a un peu révolté. Ah oui, C'est que vous dès ta voyez, thèse, ça t'a
Ouais, c'était assez Ça t'a marquant parce que marqué mon ça. directeur de thèse, en fait, ça c'est super intéressant. Mon directeur de thèse m'a montré les premières publis. Alors, quand tu commences à faire des études en sciences, les publis, tu les découvres peut-être au niveau master. Tu sais pas trop. Les Ouais, publis scientifiques, au ouais. niveau licence, t'en as pas trop. T'as encore les cours des profs. Au niveau master, on commence à nous en montrer, mais tu commences à vraiment les lire durant tes stages de master et en thèse. Et là, mon directeur de thèse se ramène et me dit non, en fait, une publi, c'est pas comme ça que ça se lit. Tu lis pas du début à la fin. D'abord, tu regardes les figures. Tu Ah, regardes s'il n'y a pas une fraude dedans, s'il y a pas un truc. ok, Il ok. m'a montré toute sa technique pour décrypter les figures. Ok. Et sur le domaine sur lequel je bossais, qui était le neurodéveloppement, il y avait des études où il doutait fortement de la validité de la chose. Parce que il y avait un truc qui était biologiquement un peu impossible et qui avait été publié par une équipe de recherche française. Hmm, Cette équipe de recherche avait plein de financement, était la plus en vue, la plus connue, etc. Et c'était difficile de lutter contre. Et donc, du d'accord. coup, il me disait, ouais, je pense que c'est une fraude scientifique, mais on n'est pas armé pour le. Mais par contre, moi, je préfère pas citer leurs travaux et partir des travaux de l'ensemble de la communauté qui doit sur le domaine et Hmm, ignorer ces travaux français qui sont un peu bizarres. Et il s'est un peu marginalisé à ce moment-là en France, mais il était quand même connecté avec les chercheurs internationaux. Et j'ai découvert à ce moment-là tout l'enjeu de la fraude scientifique, à quel point c'est compliqué. Ça a des petites conséquences, je vais t'en raconter deux, trois juste rapidement, mais que tu vois un peu ce que ça a comme conséquence sur la vie des gens. En fait, une fraude scientifique, ça peut être quelque chose qui a aucun impact sur la recherche en soi parce que personne ne la prend au sérieux, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir dans une autre équipe de recherche un postdoc qui va travailler sur le même sujet. Alors, un postdoc, c'est un contrat de 2 ans où il faut carburer, il faut publier un maximum parce que c'est des gens qui ont déjà leur doctorat, qui doivent monter leur dossier pour avoir une chance de devenir professeur d'université. hmm. Un contrat de 2 ans où ils doivent, en 2 ans, publier au maximum pour faire leurs preuves, en quelque sorte. Bah, il y avait un postdoc dans le labo d'à côté qui s'est retrouvé à essayer de partir des études qui avaient été faites par une équipe de recherche sur le même sujet. Et en fait, il s'est avéré, 5 ans plus tard, on a découvert que c'était une fraude. Ah Mais ouais. au moment où le postdoc était dessus, bah, il ne le savait pas. Et il n'arrivait pas à reproduire. Et tout le monde lui disait qu'il était mauvais, pas bon, qu'il n'arrivait pas à faire l'expérience. Ah ouais. Ah, Et ça a niqué sa carrière, en fait. Il s'est retrouvé ah ouais. sans pouvoir continuer dans le métier. Voilà. C'est assez triste. Donc ça, individuellement, ça peut être très violent pour des personnes. J'en ai vu deux, trois personnes qui ont vécu ça, en fait. Ouais, bien sûr. Et il y a quelques années, il y avait eu une grosse controverse là-dessus où il y avait des papiers qui disaient que presque 80% de la recherche était fausse. Enfin bon, j'avais vu passer des Non trucs comme ça. reproductible, en fait. Ouais, Non qu'ils n'arrivaient pas à la reproductible. reproduire. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Et toi, tu continues à travailler là-dessus. D'ailleurs, tu as une chaîne Twitch où tu lis des shorts, Schneider Shorts, tu m'as dit. Tiens, j'ai retenu. Qui Ouais. sont des papiers, qui recensent un peu des fraudes scientifiques en cours, quoi. Ouais, en Si j'ai gros, il bien y a pas compris. grand monde qui couvre la fraude scientifique. De temps en temps, tu vas avoir un article dans un journal, généraliste qui va parler d'une fraude spécifique, un gros truc qui s'est passé. Mais la fraude scientifique en général, c'est pas couvert de manière régulière et sérieuse par l'ensemble du monde médiatique. Et donc, il y a un journaliste indépendant, on va dire, qui a un doctorat en biologie, qui a bossé un peu dans le même domaine que moi, la biologie moléculaire, et qui a décidé, il y a maintenant une dizaine d'années, de se lancer dans une sorte de blog au départ, avec financement participatif, hein, les gens peuvent donner un peu d'argent, où il a fait le tour des fraudes scientifiques. La fraude que lui a le plus mis en avant est une fraude qui est l'affaire Macchiarini. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ça me dit rien. Alors Macchiarini, c'est un chirurgien qui faisait de la transplantation de trachées. En gros, tu as des gens qui avaient des problèmes au niveau de la gorge, on pouvait leur transplanter une trachée en plastique. Ok. Et le truc ne marchait pas en modèle animal, on savait que ça avait aucune chance de fonctionner. Mais Macchiarini est sorti de nulle part et est revenu avec une technique qui avait été abandonnée, cette transplantation de trachées en plastique, en disant ouais, mais moi j'ai fait un truc spécial, j'ai rajouté des cellules souches dessus. Je prends les Ok. cellules souches, je les fais pousser sur le tube, et ça marche. Et en fait, il s'est avéré plus tard qu'il savait qu'il n'y avait pas de cellules souches sur le tube en plastique. Ah Que la ouais. personne à qui on mettait le tube en plastique dans la gorge allait vivre 2 semaines, un calvaire, et allait mourir juste après. Ah mais quelle horreur. Et il le faisait en connaissance de cause. Ouais, Il a ouais. tué un grand nombre de patients. Et cette affaire a d'abord été dénoncée par les chercheurs qui bossaient avec Macchiarini, comme c'était une technique de chirurgie très pointue, on va dire.
il y avait beaucoup de monde qui était en mode on veut avoir ce chirurgien chez nous, c'est un ponte de la chirurgie, il a découvert une nouvelle technique, etc. Et donc, l'université Karolinska en Suède, qui est celle qui décerne les prix Nobel, donc c'est une université très prestigieuse, a investi énormément d'argent, a décidé de devenir le centre mondial des transplantations de trachées en Ouais. demandant à Macchiarini de venir chez eux. Et quand ils se sont rendus compte que c'était une fraude, bah, la direction de l'université, comme elle a investi plein d'argent et que c'était un peu la loose, ils ont essayé de tout planquer. Et ils ont couvert le gars. Ah ouais. Et il y a des lanceurs d'alerte, des chercheurs qui bossaient avec Macchiarini, qui se sont rendus compte de la fraude, que ça tuait des gens, etc., qui ont essayé d'alerter et qui sont passés par ce blog For Better Science, par exemple, D'accord. et qui ont essayé, donc par Leonid Schneider. Et par contre, ils ont reçu des menaces et des intimidations de la part de la direction de l'université. Ah Ils ouais. devaient se taire. Ah Et ouais. Leonid Schneider a été intimidé, Macchiarini a porté plainte contre lui pour diffamation, etc., etc. Il y a eu plein de trucs. Et donc, c'est un blog scientifique qui traite des fraudes scientifiques, donc de ce type de fraude. Il en a couvert récemment en Australie, par exemple, qui implique là aussi une recherche qui a causé pas nécessairement des décès, mais des choses très graves sur la santé des gens, et où le ministère de la Recherche était impliqué, en fait. Et donc, du coup, le ministère de la Recherche a essayé de couvrir dans un premier temps avant de se faire gauler. Je ne sais pas s'il y a eu démission du ministre de la Recherche, mais enfin, il y a eu un scandale d'État là-bas. Et globalement, il couvre les vraies fraudes scientifiques, parfois assez lourdes et assez graves, et souvent avant qu'elles ne soient vraiment médiatisées, avant qu'elles arrivent dans les oreilles du grand public. Et moi, j'ai été guest auteur chez lui. Ouais. Il m'a permis d'écrire 1 ou 2 articles chez lui. Et je me suis dit, en fait, ce serait bien que le grand public soit un peu plus informé des fraudes scientifiques, parce que souvent, ça nous tombe dessus comme si ça sortait de nulle part au bout de 4 ans. Alors qu'en fait, non, il y a des lanceurs d'alerte qui sont dessus depuis 3-4 ans, qui bossent. C'est Donc ça. j'essaye, je me suis motivé c'était au début de cette année. J'ai fait résolution de bonne année 2025 et j'ai réussi à la tenir. Je me suis dit, je vais essayer de lire les Schneider Shorts toutes les semaines sans les rater. Et plutôt que de juste les lire pour moi-même, bah, je vais me mettre en live Twitch et en live YouTube et traduire à la volée en français. Donc je lis le truc en anglais dans ma tête et je vous le Voilà. traduis en français. Et ça permet aux gens qui ne sont pas nécessairement scientifiques de poser des questions aussi s'ils veulent pendant que je le lis, pour que je puisse expliquer en quoi consiste la fraude et les conséquences. Je peux t'en citer une qui moi, j'ai essayé de communiquer dessus derrière. Ouais. Il y a un gars à Toulouse, à l'université de Toulouse, qui a été mis à disposition. C'est-à-dire qu'en gros, il est payé, il a interrompu son contrat de chercheur public français pour aller aux États-Unis. Et il a reçu un financement du NIH pour tester l'efficacité, et là tu vas rigoler, d'un gourou, je sais pas quoi, chaman, pour soigner le cancer. Et pour OK. tester ça, il prend des souris, Ouais. et il fait en sorte qu'elles développent des cancers avec des produits cancérogènes, etc. Ouais. Et ensuite, le gourou va poser son front contre les cages des souris. Aïe, Et aïe, aïe, va, aïe. voilà. Et ensuite, il va publier dans les journaux scientifiques qu'il a des améliorations chez les souris. Ah là là. Et Ça me c'est fait penser totalement à l'étude de bidon. Seralini sur les souris aussi, sur les cancers des souris, mais par rapport aux pesticides. Exactement, voilà, c'est Ralini qui Mais faisait les lui cancers aussi, avec des il milliers, voilà. travaillait avec des gens qui, ça doit être les mêmes équipes, non? Il travaillait aussi avec des gens qui faisaient des soins par l'imposition des mains du cancer et tout ça. Oui, voilà, c'est des trucs comme ça. Alors là, c'est d'autres personnes, hein. Ouais, c'est pas les C'est mêmes. parce que là, Non. c'est financé par le NIH aux États-Unis, c'est un Ah truc, oui, 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 c'est pas invitation enfin à la vie, voilà, tout ça ça. va très loin. Et Voilà. donc la personne, en fait, il y a un ensemble d'auteurs sur For Better Science qui sont des guest auteurs. Ici, l'auteur invité, il s'appelle Sholto David. Et donc Sholto David, il a une petite chaîne YouTube aussi à lui, il D'accord. travaille sur la fraude scientifique. Il y a une petite communauté, on va dire, qui essaye d'alerter sur les fraudes scientifiques. Ok. Et donc moi, quand je vois passer des trucs, bah, j'essaye voilà, d'en parler un petit peu, de diffuser, Alors, de commenter. j'ai mis ta chaîne Alexam TG en shout-out, donc Ah en bah super, c'est dédicace cool, ouais, merci. dans le chat. Donc, les gens peuvent cliquer dessus pour y aller. Voilà. Et donc, Voilà, donc le effectivement, chercheur français, je donne son nom quand même au cas où les gens veuillent voir, Arnaud Delorme, il s'appelle. Vous d'accord. pouvez regarder ce que fait ce chercheur, vous verrez, il a un site web à lui et il est très drôle. Ok, C'est comique quand super. on regarde. Donc, ce chercheur français, là, c'est un autre qui fait du debunk de fraude scientifique, tu disais. Alors non, lui, c'est le gars qui fait les trucs, Ah, c'est le gars qui sur fait. sur les le soin du cancer par D'accord. télépathie, Ok. grâce Ok. au gourou, Sean Haribans, le D'accord. psychique qui prédit le Et futur. ça, il fait ça à Toulouse alors.
Cocorico, on est Alors à lui, il est Toulouse. de Toulouse, Il il a est de été mis à Toulouse. disposition du NIH aux États-Unis, Ah, mais il est d'accord. encore affilié à Toulouse. Encore affilié C'est à Paul c'est vrai. Sabatier ou tu sais pas peut-être? Je vais rechercher, mais j'avais envoyé un mail à son directeur d'équipe Ah ouais, en lui disant: «Mais, est-ce que c'est normal que ce gars-là, il bosse, il soit affilié à votre équipe CNRS, avec le logo et tout, OK. alors qu'il fait ça?» Et le directeur d'équipe était un petit peu gêné dans sa réponse privée, quoi. Il m'a dit: «Ouais, c'est vrai que mais nous ne soutenons pas du tout ce qu'il fait, nous ne sommes pas du tout affiliés à ce qu'il fait». Je fais: «Ouais, mais quand même, il est affilié CNRS et le labo officiel, c'est le vôtre, hein, Ah ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des trucs délirants par rapport à, par exemple, à l'INRAE. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'anthroposophie. Et là, tu as l'INRAE qui se met à faire des travaux avec l'anthroposophie, Oui, j'ai vu. avec Ouais, la ouais. biodynamie et tout. Donc, bon, il se passe des choses étranges, étranges, étranges. Et Et, au niveau des formations aussi, bah, j'ai Milgram qui a sorti une super vidéo récemment aussi, on voit au niveau universitaire ce qui se passe et c'est ouais. souvent rattaché à l'université, hein, c'est hospitalier, universitaire. Hmm, On a, des pseudosciences, des trucs comme ça qui sont soit enseignés aux étudiants, là c'était le cas dans la vidéo de J. Milgram là toute récente où il y avait des ouais. des trucs, mais aussi, les patients qui sont directement exposés à ça, quoi. Ah Voilà. ouais, non, mais ça peut mettre des gens en danger. Et toi, ta thèse, elle portait sur quoi alors? Alors moi c'était, un truc très spécialisé, très pointu, c'était un Ah, facteur de j'aime. transcription qui s'appelle OTX2. Ouais. J'étudiais, dans une souris, alors j'ai produit une souris transgénique, on étudiait, l'interactome de OTX2. On essayait de comprendre, comment un même facteur de transcription, durant le développement, pouvait avoir des fonctions aussi variées. Parce qu'en fait, le directeur de thèse, chez qui j'ai bossé, avait réussi à faire un truc un peu, élégant pour son époque, c'était de la génétique un peu pointue, en fait. Il était très bon en génétique et il avait modifié génétiquement des souris, de manière à ce qu'on puisse injecter un produit et le tamoxifène, et ça faisait un knockout du gène, ça éteignait le gène en fait, il disparaissait. Ok. Et donc du coup, au lieu d'avoir ce que faisaient les biologistes du développement au début, c'est qu'ils éliminaient un gène et regardaient comment ça se développait. Ils disaient ce gène il sert à ça. Ok. Et là maintenant, on arrive à l'éteindre, non pas seulement au départ de tout au long du développement, mais on choisit à quel moment et dans quel tissu. Et du coup, ça permettait de dire ah tiens, ce facteur de transcription, dans le cerveau il fait ça, dans l'œil il fait ça, à tel stade de développement il fait ça, etc. Il a fait toute une carte. Et donc moi, j'avais mis, sur la base de ces travaux, j'étais appuyé sur ça et j'avais dit: «Bon, bah, comment est-ce que c'est possible qu'il ait des fonctions aussi différentes?» Mhm. Et l'idée, c'était de dire: «C'est peut-être parce il forme des complexes protéiques différents dans des différents tissus». Et donc mon objectif était d'identifier, alors j'ai réussi à identifier quelques petits complexes, mais j'ai Parce surtout que, produit attends, un un, un f- modèle. Ouais. un facteur de transcription, c'est un truc qui produit, c'est un gène qui produit des protéines, c'est ça? C'est un gène qui sélectionne quels gènes vont être actifs et quels gènes vont pas être actifs. Donc en gros, D'accord, tu as 30 000 gènes. Et d'accord. toutes tes cellules sont différentes. Enfin, Ouais. pas toutes, mais il y a des cellules qui sont différentes. Et un type cellulaire n'exprime pas les 30 000. Hmm, Il va en exprimer une sélection des 30 000. d'accord. 16 000, 17 000, voilà. Et en fait, pour produire un cil ou un flagelle ou un truc, bah, il faut tel ou tel gène. Et donc, il y a des facteurs de transcription qui vont sélectionner ce qui est exprimé. Donc, D'accord. nous, ce qu'on étudiait, c'était de regarder bah, qu'est-ce qui faisait que tel gène était exprimé à tel endroit et pas tel autre. Donc, c'était une science qu'on appelle les omics. Alors, on regardait de manière très large tous les gènes qui étaient exprimés dans tous les types cellulaires et qu'est-ce que ça faisait si on enlevait le gène? Qu'est-ce que Ok, ça changeait? Et comment ça marchait? Avec quoi ça interagissait? Et cetera. Donc c'était vraiment de la d'accord. génétique assez pointue Ouais. et je faisais énormément parce que pour produire une souris transgénique, à l'époque, on n'avait pas le système Crolox qu'on utilise aujourd'hui. Ah oui. Et ben, je passais mon temps à faire des PCR. Et donc j'étais monsieur PCR de l'institut. Dès qu'une PCR ne marchait pas quelque part, les gens, ils venaient me voir dans mon labo Est-ce que tu peux nous et rappeler ce qu'est une PCR? c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie, hein, c'est le stylo bic, hein, du Ah, généticien. d'accord. C'est de recopier, une séquence génétique, de l'amplifier. Tu sais, le D'accord. test PCR, c'était le test qu'on faisait pour savoir si on avait, le virus en nous. Bah, en Oui, fait, on oui. recopiait, plein de fois une séquence génétique. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui, en soi, théoriquement, a l'air très simple. Il s'agit juste de recopier une séquence génétique. Mais en pratique, pour recopier la bonne séquence, et cetera, bah, il y a toute une science derrière de reconnaître les bons primers, les bonnes amorces, on dit, Hmm, d'utiliser la bonne enzyme, d'utiliser les bonnes températures, parce que c'est très précis les températures d'hybridation qu'on va choisir. Et donc du coup, bah, moi, j'étais quelqu'un qui avait, l'habitude d'optimiser les PCR, de sélectionner les amorces et on me consultait régulièrement dès qu'il y avait des problèmes de PCR dans l'institut. ok. Et donc du coup, je te dis ça parce que ça fait une belle transition avec la suite de ce que j'ai fait Ouais. sur Raoult, hein. D'accord, très bien.
Eh ben alors allons-y, et donc ouais, donc tu as fait ta thèse sur ces souris et sur ces facteurs de transmission, donc c'est presque de l'informatique, appliquée à la génétique, c'est-à-dire tu Ouais, il y avait à la fois des manips, pratiques parce que tu devais évidemment récupérer les souris, récupérer le matériel génétique, ensuite le séquencer donc mmh, c'est de la biologie moléculaire et ensuite tu récupérais un grand jeu de données informatiques et là je passais beaucoup de temps sur mon ordi à essayer d'identifier, des signaux, par rapport à un gros bruit de fond et donc du coup, on utilisait des logiciels, type, R, enfin des langages type R d'accord, avec, voilà pas mal d'informatique, de programmation et de trucs comme ça. Donc j'avais, OK. plusieurs casquettes, on va dire. Et OK. effectivement, je vois un petit commentaire pauvre souris, j'étais, un petit peu mal au bout d'un moment à me dire: «On tue beaucoup de souris Eh oui, pour, progresser très peu et il y a peut-être des heu, alternatives un petit peu» et cetera et je suis très, j'ai un peu, j'ai aussi quitté la recherche. C'est un des facteurs qui m'a fait quitter la recherche. J'aurais aimé qu'on mmh. fasse un peu moins de torture animale, qu'on trouve beaucoup plus d'alternatives. Parfois, c'est difficile à trouver, mais il y a parfois moyen. On a vu ici une disputation sur les souffrances animales, notamment dans le monde de la recherche, avec un chercheur qui défendait quand même la recherche animale et puis un philosophe qui disait pourquoi c'était pas bien. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on comprenait tout à fait les arguments du chercheur, mais juste le philosophe a des arguments qu'on pouvait pas tanker, quoi, qui étaient imparables, quoi, tu vois. Il disait, bah non, c'est des êtres sentients comme nous, et donc on n'a pas le droit de faire ça, en fait. T'es là, mais oui, bah c'est vrai, tu vois. Ouais, ouais, bah, j'ai souvent eu des débats avec des chercheurs qui disaient: «Ouais, mais en fait, c'est une balance à mettre entre est-ce que, soigner telle maladie pour l'humanité, ça vaut le coup par rapport à tant de souris qu'on va tuer, tant de souris qu'on va tuer. Et donc, il y a une balance qui est faite. Moi, je pense qu'il y a des comités d'éthique, en fait, qui approuvent ou pas des recherches en Ouais, fonction du nombre de souris qu'on a envie de tuer pour la recherche. ouais, Donc, c'est ça. on peut peut-être se dire d'un point de vue philosophique, ou même éthique surtout, hein, de morale, de dire: «En fait, il y a beaucoup trop de souris qui sont tuées par rapport à l'objectif scientifique qui est fait». Hmm. Et je trouve que les comités sont parfois pas assez stricts sur le nombre de souris qu'on autorise. Parce que je vois des projets passer sur des recherches qui apportent pas grand-chose et on autorise un grand nombre de souris, sacrifiées. On dit, c'est le terme, consacré Mhm. dans le monde Ouais, scientifique. On sacrifie des souris, mais il y a un grand nombre de souris sacrifiées pour, un résultat scientifique parfois un peu faible. c'est Donc il y a ça. peut-être moyen d'optimiser ça et surtout, l'organisation de la recherche est telle que chaque labo bosse individuellement. On publie quasiment jamais des résultats négatifs, on publie que ce qui marche. Et si on avait peut-être au moins un ensemble de résultats négatifs qui étaient publiés ou de groupes contrôle qui génériques ou autres, on serait peut-être pas obligé d'à chaque fois retuer des souris pour refaire Bien des sûr. expériences. On tue plein de souris, pour des choses qui ont déjà pas marché par le passé, par exemple. Alors, il y a Bebel Stitch dans le chat qu'on salue qui demande si les faucheuses d'OGM sont admis dans le chat. Alors, admis dans le chat, oui. Maintenant, est-ce qu'ils font bien de faire ce qu'ils font? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah, en fait, moi, j'ai fait partie des groupes qui fauchaient les OGM à une époque et je me suis rendu compte qu'on m'avait menti et ça m'a beaucoup choqué. Les mensonges que j'ai vécus. C'est-à-dire que je me suis dit, je répétais ces trucs-là, en fait, parce que j'étais dans les milieux militants, hein, Mhm. voilà et j'étais pas nécessairement, tout le monde fait des petites erreurs d'esprit critique, on n'est jamais parfait sur toute notre communication. Alors, C'est fort clair. heureusement, j'étais pas super présent sur les réseaux sociaux et j'étais pas une star, une célébrité ou autre et j'avais pas encore eu d'article de presse sur moi, donc ça a pas eu un Mhm. gros impact. Mais là, j'avais cru, des choses que me disaient les autres militants parce que tout le monde les disait, en fait. C'était la preuve sociale, comme on dit. C'est-à-dire que tout le monde disait ça, donc ça m'avait l'air vrai parce qu'il y avait à la fois des chercheurs CNRS, des chercheurs INRA, le gars qui donnait la conférence, les potes qui allaient faucher avec moi, enfin, et tout le monde disait ça. Et ce Ouais. qu'ils disaient, c'est que les paysans en Inde se suicidaient à cause des OGM, Mhm. et en fait, c'était une désinformation qui était initiée par Vandana Shiva et donc je lui en veux beaucoup aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Il n'y a pas davantage de suicides de paysans en Inde après l'introduction des OGM là-bas qu'avant. Mhm. En fait, il y en avait davantage avant, on a des statistiques, on peut les regarder. À l'époque, c'était beaucoup moins accessible, hein, faut quand même, mettre dans le contexte. Internet, c'était 56K, on n'était pas non plus, super doué à chercher et tout. Ouais. Mais, j'ai répété cette bêtise et je me suis rendu compte qu'il y avait un ensemble d'acteurs malhonnêtes qui instrumentalisent, on va dire, les gens bienveillants et bien intentionnés, parce que l'intention d'un faucheur volontaire, elle est bonne au fond.
Ouais, C'est tout à fait, quelqu'un ouais. qui est là pour, ouais, c'est quelqu'un qui veut qu'on mange sainement et cetera. Mais en fait, il se rend pas compte que, bah, il y a des gens qui lui mentent aussi. Alors il y a l'industrie qui ment, faut faire gaffe parce que Monsanto, Mmh. ce qu'ils ont fait, c'est pas très net non plus, Ouais, hein, sur leur communication et leur manière de gérer. Ils ont fait, ils ont été très violents. Mais, il y a pas mal de fakes qui sont envoyés par le monde militant et qui nous engagent dans des choses où parfois on devient l'instrument de Kennedy Junior. Je vais donner cet exemple parce que c'est un truc super intéressant. ouais, Heu, Kennedy Junior s'est fait des millions, grâce aux vaccins et aux OGM. OK. Kennedy Junior, hein, le gars de Trump, Ouais, machin. ouais, ouais. Comment ça marche? Aux États-Unis, la justice fait des litigations. En fait, elle fait pas nécessairement des il y a pas toujours procès, c'est on va se mettre d'accord et on va pas aller en procès. Ça permet d'éviter les frais d'avocat, les frais de justice et cetera Mmh. et si, on se met d'accord sur un montant, bah, on peut dire: «OK, top là, on va pas en justice» et donc il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle le cabinet Wissner Baum. Vous pouvez le retrouver sur internet, ils ont un site officiel qui est affilié à la scientologie. Les gens qui sont dedans sont scientologues et Ah financent la ouais. scientologie avec les bénéfices du cabinet d'avocats. Ouais. Et leur stratégie, ça va être d'attaquer en justice, des vaccins, comme le Gardasil, par exemple, en disant: «Tiens, il y a une personne qui est devenue autiste à cause du vaccin» OK. et l'entreprise va préférer faire une litigation, va leur dire: «Non, mais si on va en justice, ça va nous coûter, 40 000 balles d'avocat, 50 000 balles par-ci, enfin voilà, machin. Vas-y, on te donne 200 000 balles et on arrête». Mmh. Et donc du coup, les entreprises, certains appellent ça le racket des entreprises, vont donner de l'argent à ce cabinet d'avocats en échange d'arrêt des procédures. Ouais. Et les cabinets d'avocats, pour être solides, pour avoir des dossiers solides, ont des experts et des gens comme ça. Et ils ont choisi Kennedy Junior, en fait, comme expert. Il y a une enquête de Reuters qui a mis ça à jour en janvier de cette année. Vous pouvez regarder un peu fouiller un petit peu Reuters, Kennedy Junior, vous tapez, Monsanto ou autre, vous regardez ou Gardasil, vaccin. Vous verrez qu'il y a pas mal d'enquêtes qui sont sorties où, on sait que Kennedy Junior a touché, plus d'1 million de dollars l'année dernière dans ses affaires de litigation, Et payé par le cabinet d'avocats il a pour pas son du expertise. tout d'expertise, lui, si? Personnellement? Personnellement, pas vraiment, mais il se la joue expert et ça Ouais. suffit pour impressionner les juges et cetera, surtout qu'il a un statut et cetera et donc du coup, oui, c'est quelque chose qui a un rapport de force, et où des groupes d'extrême droite, américains vont instrumentaliser des causes, type OGM pour faire ils ont attaqué Monsanto, par exemple et Monsanto leur a donné de l'argent sur les OGM Mmh. par rapport à un cancer et en fait, ces argumentaires vont ensuite ressortir dans la presse française qui ne comprend pas l'enjeu, qui comprend pas la litigation et cetera, comme si c'était une preuve qu'il y a un vrai danger de cancer ou autre. Mmh. Alors qu'en fait, non, c'est une instrumentalisation à 100. Quand on regarde vraiment les données scientifiques, sur le BT, par exemple, qui est un des OGM principaux, il y a pas une augmentation drastique des cancers. Les rares études observationnelles qui vont dire qu'il y en a peut-être une, montrent un effet extrêmement marginal qui, pour moi, est principalement dû au hasard d'échantillonnage. Mais, ça, on pourra en débattre longuement et les données qui sont toxicologiques viennent principalement de l'Institut Ramazzini, qui bosse avec, ces, cabinets d'avocats aux États-Unis. OK. Bon, donc c'est véreux. Ça veut pas forcément dire que tous les pesticides qui sortent sont bons pour la santé, mais en tout cas, il y a des problèmes, voilà. Lola Springwater, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça permet d'arroser copieusement de pesticides sans abîmer la plante et de disséminer des antibiotiques dans la nature, avec le risque de résistance qui Ah ça, c'est une s'ensuit. bonne remarque. Alors, justement, antibiotique, c'est pas le bon terme. Je vais juste corriger le terme, mais c'est pas trop grave, je comprends l'idée, hein. Je vais pas m'attarder, nécessairement longtemps dessus. C'est pas un antibiotique, hein. Quand on utilise, Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie qui produit, un pesticide. Vraiment, on dit pesticide parce que antibiotique, ça tue les bactéries et là, il y a Ouais. beaucoup de résistances qui apparaissent parce que les bactéries ont un cycle de vie beaucoup plus court. Les pesticides, on n'a pas encore trop de grosses résistances qui apparaissent parce que c'est justement des cycles de vie plus longs, plus lents. Hem, il y a l'inquiétude. On peut avoir peur que des résistances apparaissent, mais en fait, le BT est quelque chose qui est présent naturellement assez fort parce que c'est une bactérie qui est en symbiose avec les légumineuses et donc les légumineuses en ont et produisent, assez massivement ce pesticide et en Naturellement. termes de résistance, on a, en fait davantage de risques de produire des résistances si on ne met pas une forte dose, si on met une dose trop faible, ou si on met des doses un peu saisonnières ou autres,
que si on a une plante, et qu'on y va un peu plus violemment, quoi. Donc c'est là que c'est intéressant parce que, les épandages de pesticides se font souvent au moment où il y a, le 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 nuisible qui est sur le champ, hein, Mmh. qui bouffe la récolte. Et donc on va mettre à ce moment-là du pesticide et c'est là qu'on va peut-être aussi risquer de sélectionner plus de résistance. Alors que si on en a en continu un petit peu, bah, on peut, éviter qu'il y ait, une grande quantité d'insectes qui se ramènent et donc éviter qu'il y ait une grande population et donc éviter le risque de développement de résistance. Donc c'est des choses qui sont discutées par les scientifiques, où je suis pas expert, où je donne juste, je donne l'idée qu'il y a aussi une autre lecture possible en quelque sorte sur les résistances et que c'est pas nécessairement l'OGM qui va causer, plein de résistances quand on parle du BT. C'est peut-être aussi parfois le fait qu'on ait justement choisi des épandages saisonniers, avec des grandes quantités d'insectes à ce moment-là, qui vont favoriser l'émergence de résistance. Donc pour l'instant, on touche du bois parce qu'il y en a pas trop des résistances apparemment Mmh. et ça reste efficace. Et les conséquences sur l'humain sont relativement faibles, de ce qu'on sait. On n'a pas nécessairement, il y a des gens qui inventent des cancers et qui exagèrent un peu les choses. J'ai propagé des conneries comme ça à une époque. Je me suis fait avoir par des mensonges. Ouais, ouais, mais C'est beaucoup plus faible que ce qui est, annoncé par certains, comme Seralini. On connaît bien ouais, l'histoire de ouais, Seralini qui fait de la toxico sur animal, sur modèle animal. ouais, c'est ça. Derrière, il y a des gens qui instrumentalisent ça pour partir sur l'humain. C'est très compliqué parce qu'il y a évidemment aussi du côté Monsanto, des spin doctors et des gens qui vont, C'est ça. essayer d'influencer l'opinion publique. Donc c'est pas, il y a pas, un gentil et un méchant. Il y a du gris partout et la vérité est difficile à faire émerger. Mais en ce qui me concerne, de ce que je regarde comme données, j'ai l'impression que les pesticides, c'est pas le gros du combat à mener au niveau environnement. Il y a des choses beaucoup plus graves au niveau environnement, notamment le réchauffement Ouais, climatique, ouais. Bah, moi, quand j'avais lié aux travaillé insectes. sur l'anthroposophie en faisant Cosmobacus, là, c'est vrai que j'avais bien étudié cette sorte de, enfin, à mon niveau de pesticides, je m'étais juste rendu compte que c'était très, très compliqué, que c'était très difficile de se faire un avis tranché, quoi. Donc, voilà. Et que, en fait, on n'était pas, moi, je me sentais pas du tout en mesure. Voilà, au début, je disais, ouais, les pesticides, machin. Et puis après, j'étais un peu là, j'en sais rien, en fait, hein. Moi, je sais pas, j'ai pas la Bah, là où c'est compétence, compliqué, quoi. c'est qu'on les met tous dans un même panier, alors qu'en fait, il y a des tas de pesticides et que chacun a une action différente et que c'est peut-être, faut les évaluer individuellement déjà. Faut pas commencer Mmh. à dire les pesticides, mais il faut les regarder individuellement et quand on les regarde individuellement, il y en a certains qui sont un peu la cible de groupes, soit qui font du profit avec, comme je disais aux États-Unis, soit de groupes militants qui se sont rattachés à un scientifique type Seralini ou autre et qui vont suivre un peu aveuglément ce que dit le Mmh. scientifique parce que oui, c'est quand même une figure d'autorité et cetera. Mais en fait, ce scientifique, il est souvent un peu marginal par rapport à l'ensemble de la communauté scientifique et sa marginalité va être instrumentalisée en disant: «Ouais, mais regardez, en fait, il est pas marginal, juste comme ça, il est marginal parce que, c'est une volonté de l'industrie, tous les autres, ils sont payés, tous les autres, ils sont machin». Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment comme ça en réalité. La plupart sont pas payés, enfin l'INRA, la plupart des chercheurs INRA sont pas, payés par l'industrie, quoi. Ouais, ils sont Et payés par l'INRA. ouais. Alors, très bien. Et Heu, ouais, il y a l'impact sur les pollinisateurs qui dit aussi, je termine juste sur ça parce que la oui, question arrive vite fait. oui, oui, Bah, oui. justement, c'est ce que je disais là, l'impact sur les pollinisateurs existe un petit peu, il est difficile à quantifier, il est relativement faible pour la plupart des pesticides étudiés, il est discuté tout le temps et franchement, en ordre de magnitude, il est beaucoup, beaucoup plus petit que le réchauffement climatique. Donc finalement, se focaliser sur les pesticides, ça peut parfois être un peu, faire une loupe sur un truc qui est moins grave que quelque chose de beaucoup plus central, en fait, qui est le réchauffement climatique, en termes d'effets sur la biodiversité. Donc il y a quelques petits trucs à regarder. Moi, je suis pas expert et je pense qu'il faut faire attention à ce que je dis. Faut se dire, Faites j'ai vos vu propres des recherches, informations faites de vos partout, voilà. Faut peut-être essayer de trouver des choses qui sont plus, consensuelles. Moi, je trouve que les avis donnés par les agences de santé comme le FSA, l'Agence européenne de santé et cetera, sont peut-être ce qu'il y a de plus sûr à suivre, en quelque sorte. ouais, ouais, ouais. Et bonjour à JC Guadeloupe, salut à toi.
Donc le changement de climat a déjà un impact sur les insectes? Ah bah, je pense que oui, hein, là, enfin, je Ah sais bah pas. oui, évidemment, oui. Ouais, c'est clair. Documenté, ouais. En fait, il y a souvent des publications qui comparent justement qu'est-ce qui a le plus d'impact et qui vont, c'est compliqué à faire, hein, c'est de l'observationnel, c'est très, très large, mais il y a des études qui pour l'instant, les revues que j'ai lues tendent à montrer que, c'est le réchauffement climatique qui a plus d'impact que les pesticides. D'accord. Alors, donc toi, tu faisais du black metal, ensuite, tu travaillais en même temps sur ta thèse, donc de biologie de génétique, là. Et qu'est-ce qui t'a amené, on était en quelle année, là, quand tu as passé ta thèse? Alors, 2013, Ah oui, d'accord. 2013. Et qu'est-ce que tu as fait entre 2013 et 2020 alors? Parce que je voulais t'amener sur les gilets jaunes, mais on en est loin encore. Eh ouais, il y avait une grande phase, où j'étais un peu plus moins visible, on va dire. Je continuais à faire de la musique. Je débunkais un petit peu. Alors, je me suis intéressé à la génétique en mode, bah, je suis plus chercheur, je suis prof maintenant au lycée, mais j'ai envie de continuer à lire un petit peu les publis et cetera et j'ai vu apparaître, alors en fait, c'est pas apparu, ça existait déjà, pas mal de scientifiques qui avaient, une forme de racisme eugénisme qui sortait, qui était assez puant. Et qui était, voilà, en gros, il y avait la Bell Curve qui était un bouquin qui a fait un tabac à l'époque, qui testait le QI, qui essayait de lier le QI à la génétique, qui essayait de Ah oui, lier, l'intelligence à la couleur de peau, quoi, en quelque sorte. Des trucs d'accord. comme ça et il y avait des relents un peu comme ça qui sortaient dans le monde scientifique et on a tendance à se dire: «On va pas leur répondre, c'est tellement, machin que Mmh. juste on leur répond pas, on les isole». Mais C'était c'était des des gens qui publiaient dans les journaux scientifiques et c'était qui des étaient pas spécialisés Américains, des dessus. Français, des Il y avait des équipes de recherche principalement américaines. Aujourd'hui, tu as MDPI qui est un journal scientifique ouais, qui publie régulièrement ce genre de trucs et OK. qui a même, bossé avec, permis aux Chinois de publier des trucs sur les où on pense que c'est les Ouïghours. Parce qu'une étude où tu as, un nombre de décès où la moyenne des décès est à 30 ans, très nombreux, situé en Chine, où ils font une type de où ils étudient la génétique, de différentes sous-populations chinoises, Ah il y a ouais, eu ouais. des gros soupçons de la communauté scientifique sur, la provenance des données, on va dire. OK. Heu, voilà, donc il y a des trucs comme ça qui se font, qui sont assez D'accord, horribles. super, ouais. Ouais, ça fait peur, en fait et en fait, il y avait, des journaux scientifiques qui publiaient des articles, alors parfois à leur insu, parfois, sans se rendre compte que c'était des gens un peu eugénistes par ailleurs qui publiaient ça. Hem, Parfois, des journaux où les rédacteurs en chef étaient un peu sur ces versants-là, hein. On a des journaux scientifiques où les l'éditeur, ou le rédacteur en chef est un peu complotiste ou autre, hein, ça existe. Mmh. Jean-Marc Sabatier, par exemple, est rédacteur en chef de plusieurs revues scientifiques. Jean-Marc Sabatier qui est quand même une personne, qui a eu des propos très, très, très problématiques sur les vaccins en disant des choses, que c'était, probablement un plan pour dépeupler la Ouais, population, ouais, ouais. sur un max de monde, hein, voilà. Alors Donc attends, on va continuer sur ce sujet, mais avant, j'ai Babel Stitch qui est en pleine, dissonance cognitive et qui nous ah dit: oui? «J'ai quand même un malaise». C'est comme, alléger la culpabilité des violeurs en disant: «Eh mais les Oui, assassins par sont rapport pires». à ce que je Oui, disais sur les oui, j'avais relevé, ouais, ce que je disais sur les pesticides. En fait, le truc, c'est que les pesticides, c'est pas nécessairement quelque chose qui est comparable à, comparer assassins et violeurs, quoi. C'est quelque chose qui est quand même ouais. autre. Les pesticides, c'est une balance à faire entre est-ce qu'on peut se nourrir correctement, nourrir la planète correctement et cetera et il y a beaucoup de monde qui dit que c'est nouveau, c'est de la nouvelle chimie et cetera mais en fait, les pesticides, c'est des trucs qui existent depuis extrêmement longtemps. L'homme a toujours essayé de trouver des moyens d'optimiser sa production agricole. Ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé au XXe siècle, c'est juste que le côté industriel, la nouvelle chimie et cetera a permis de faire des trucs plus efficaces, on va dire. Mais, parfois plus efficace, c'est peut-être aussi plus propre. Il y avait des choses assez sales qui sont Mmh. même autorisées dans, je pense au cuivre, par exemple. Ah oui, oui, dans la bouillie bordelaise, Comme tout ça, ça. bon, il y a des trucs qui sont très sales, qui étaient utilisés par le passé, qui ont été remplacés par des trucs un peu plus propres. Donc en fait, oui, je peux comprendre cette vision où on se dit, «Ouais, on va pas dire que parce que, bah, le réchauffement climatique fait pire, on va se permettre de faire du pesticide». Mais en fait, il y a aussi un autre enjeu qui est une sorte de balance entre, ouais, mais on a besoin de bouffer en quelque sorte
Il y a des solutions alternatives qui sont parfois proposées, parfois c'est du pipeau, parfois ça pourrait marcher. Moi, je suis pas assez spécialiste pour faire le tour de tout ça, mais Mmh. en fait, je suis spécialiste de la fraude scientifique et quand je regarde la fraude, là, je peux dire: «Oui, j'ai vu des gens qui pipotaient, en disant: "Regardez ma solution, toute écolo, machin"». En fait, sa solution, elle était un peu, truquée pour faire croire qu'elle marchait, mais elle marchait pas du tout. Donc Mmh. il y a peut-être des trucs qui peuvent marcher. Moi, je pense qu'il ne faut pas nécessairement exclure totalement, toute approche, mais il faut essayer de trouver l'approche la plus propre, la plus écologique possible et cetera. Et ça n'exclut pas nécessairement des produits de synthèse. C'est pas parce qu'on les a synthétisés qu'ils sont sales. C'est, Mmh. dans la nature, il existe des produits qui sont beaucoup plus toxiques que des produits synthétisés par l'homme. Donc oui, on peut synthétiser quelque chose de propre, comme on peut synthétiser un truc dégueulasse. Donc il faut, je pense, beaucoup plus réfléchir pesticide par pesticide, avoir des connaissances, détaillées que je n'ai pas. Clairement, et donc je suis pas capable de vous dire, ce qu'il faudrait faire en pratique, mais plutôt conceptuellement, je vous dis, il faudrait, un peu plus de cas par cas sur les pesticides et un peu moins de «les pesticides, c'est mal». Parce qu'en fait, bah, on en a un peu besoin quoi qu'il arrive et même les trucs les plus écolo bio qui existent, bah, on a des nuisibles qui viennent nous bouffer, donc on va essayer de trouver des solutions pour se débarrasser des nuisibles et que ce soit en diversifiant, que ce soit en essayant de trouver effectivement des cultures. Il y a des solutions, des approches qui sont tentées, hein, par l'INRA. On va cultiver des espèces qui chassent certains nuisibles et cetera. Mais justement, ça marche pas toujours aussi bien que la théorie, c'est parfois pas toujours aussi efficace et parfois il y a aussi de la désinformation pour faire croire que c'est pas efficace, donc faut voir un petit peu, mais c'est du cas par cas, voilà. Ouais, c'est sûr que si on peut éviter la monoculture, nous dit Babel Stitch, c'est mieux parce que ça évite que les ravageurs prolifèrent sur une plante qu'ils aiment bien, quoi. Ça, c'est sûr, il y a des choses comme ça qui Ah, la peuvent monoculture exister. effectivement, ça a été quelque chose, bah, ça a créé des famines aussi d'avoir, des problèmes de monoculture qui deviennent très sensibles à un ravageur précis. Donc la diversification des cultures, c'est toujours très important. Et oui, comme je dis, moi, je suis pas ultra compétent sur le sujet. Je viens d'un milieu comme Bubble Stitch assez militant et je pense on pourrait se retrouver sur plein de points et j'ai été déçu d'avoir répété des choses fausses, que je croyais, en fait. Et donc je mets maintenant une sorte de holà, de petit warning: «Faites gaffe, il y a quand même, des choses parfois un peu exagérées, un peu mensongères qu'on met en avant parce qu'on a envie d'y croire, parce que ça va dans le sens du discours qui nous plaît». Et il y a de la fraude scientifique, de toutes parts, en fait. Il y a pas que le grand méchant, Monsanto qui fait ces trucs, il y a parfois aussi le militant, comme Seralini. Je pense à Seralini parce que Ouais, c'est le ouais, on en militant a parlé tout à l'heure, ouais. qui truque ses résultats pour faire croire à autre chose. Donc c'est souvent très compliqué de tirer le vrai du faux, et ça demande une grande patience et une étude très longue des données que je n'ai pas faite. Et j'ai pour l'instant toujours été assez impressionné par le travail des agences de santé qui ont l'air de faire quand même pas mal de tri dans ces histoires-là, qui ont l'air de rester relativement indépendantes et de faire un bon tri, du moins de ce que j'en ai lu. Voilà. Alors, on va dire bonjour à Hélène44 et à toutes les voitures aussi qui nous ont rejoints. Et puis, on va reprendre la discussion. Ah, je précise aussi, parce que je reçois des messages qui me demandent pourquoi je dessine pas aujourd'hui. Bah, parce qu'en ce moment, je suis en phase de scénario. C'est vrai que normalement, le deal, c'est que je dessine pendant la discussion. Et là, je le fais pas parce que je suis en phase de scénario, en fait. Donc, j'ai pas de dessin à faire, tout simplement. Voilà. Mais ça reviendra, ça reviendra. Voilà. Et on va reprendre la discussion où on l'a laissé tout à l'heure, c'est-à-dire tu nous expliquais qu'il y avait des équipes de recherche un peu dans tous les pays, avec des méthodes pas toujours très éthiques, qui faisaient des papiers sur le fait que le QI pouvait être lié à la génétique et des choses comme ça. Et il y avait de l'eugénisme qui apparaissait à la fin des années 2010, tu disais, début 2000. Oh non, mais 90, ça a commencé dans les années 90, il y avait un bouquin qui s'appelait The Bell Curve et il y a un scientifique qui s'appelle Dutton et c'est des gens qui ont eu des takes, ultra racistes, en public, hein, qui instrumentalisaient, on va dire, la science et la recherche pour avancer des thèses, totalement racistes, qui étaient d'ailleurs, dans la lignée d'un certain Watson qui est, Watson et Crick sont les découvreurs de l'ADN, Soit 10 ans, tu officiellement. me Donc disais. ils ont reçu le prix Nobel pour ça. En réalité, c'est pas vraiment qu'eux qui ont découvert. Il y avait une femme aussi, mais comme on invisibilise toujours les femmes, hein, bah, la femme n'a pas eu le prix Nobel, mais c'est elle qui a fait le travail en vrai. Donc
c'est malheureux, mais donc c'est Rosie Parkinson, hein, qui a découvert ça. Mais c'est malheureux, mais je vais essayer de retrouver un article parce que il y avait une petite ref sur ça, donc dans For Better Science, qui avait fait un bel éloge de la mort de Watson. Je vais essayer de retrouver les takes qu'il avait faites parce qu'elles sont drôles. Donc, il a fait James Watson est finalement décédé, le découvreur de l'ADN, avec Rosalind Franklin, qui était la vraie découvreuse, en fait, hein, celle qui a découvert l'ADN, et la structure en rayon X, et 2 hommes qui lui ont volé son taf et qui ont eu le prix Nobel pour ça. Ah ouais. Et quelques phrases que Watson a dites dans la presse. Alors, un certain antisémitisme peut se justifier quand même. Ah. Je le cite, hein. Un des aspects du cerveau juif, c'est que les juifs sont dit, il est dit que les juifs ont du mal à penser en 3 dimensions. Et en Ah. fait, c'est totalement vrai. Il a dit ça. Il y a un lien biochimique entre l'exposition à la lumière et le besoin sexuel. C'est pour ça que nous avons des Latin lovers. Terrible. Voilà, tu imagines le genre de phrase qui te sortait. Ouais, ouais. Et Bon, là, c'est un donc florilège, c'est concentré quand même. Il a pas dit tout ça à ouais, c'est la un suite. gros concentré, ouais, tu en avais, voilà, c'est quelqu'un qui était misogyne, antisémite, raciste et qui a eu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN et OK. qui, du coup, servait de référence, en fait, très souvent à des scientifiques un peu racistes. Et donc il y a eu dans un 2e temps, Et qui, en fait, a volé sa découverte, donc tu disais, à une femme qui s'appelait, j'ai oublié. Doughton. Donc Doughton, dans un 2e temps. OK. Je suis en train d'essayer de le retrouver, je pourrais te rebalancer le fil si tu veux. Il y avait un documentaire de Arte, j'ai retrouvé le nom, qui s'appelle Demain tous crétins, qui mettait en avant ces scientifiques racistes, climato-sceptiques, suprémacistes blancs et tout, hein. OK. Et qui les mettait en avant en disant que le QI mondial est en train de baisser, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, en vrai, ceux qui disaient que le QI baissait, ils accusaient l'immigration de faire baisser le QI. Enfin, c'était Ah ouais. C'était l'immigration qui faisait baisser le QI, c'est ça? ouais, c'est tout un. Alors, dans le documentaire de Arte, fort heureusement, ils n'ont pas mis en avant les takes les plus racistes de ces personnes, mais ils ont juste montré ces personnes. Ouais. Mais en fait, oui, c'est des scientifiques qui ont publié, qui se sont fait débunker par Franck Ramu, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Franck Ramu, Franck Ramu, qui est qui chercheur, est ce souvent qu'on dans voit les. souvent en REC, aux rencontres de l'esprit critique à Toulouse. Voilà. Bah, lui, à l'époque, avait déjà fait des debunks un peu de tout ce qu'ils avaient sorti comme bêtises, etc. Et voilà. Donc, c'est des gens qui. Il y a un monde scientifique qui publie qui est suprémaciste blanc et qui essaie de publier dans les journaux scientifiques. Babel Et ça marche de Stitch, plus en plus avec Trump au pouvoir, etc. Ça marche. Voilà. Babel Stitch, il a eu peur parce qu'il a cru que tu disais les trucs premier degré tout à l'heure. Et... Oula. Ouais, non, je faisais des citations de Watson. Attention, attention, ce n'est pas moi, c'est Watson qui dit ça. Okay. Et je le dénonce. Oui, oui, très bien. Que les choses Voilà. soient claires. Donc voilà, il avait volé sa découverte à Madame Doughton qui. Alors, à Madame Franklin, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, d'accord. Très Voilà. bien. Ok, et donc. Il y a tellement de noms, je balance tellement de noms qu'on fait. Oui, après, faudra voilà. faire. Désolé. Non, non, Je vais vous envoyer une petite ref, un petit article vas-y. qui vous permettra de voir le détail. Donc, ça, je le mets dans le chat, hein, dans le Twitch. Et tu pourras le repartager derrière. J'ai fait un mais film non, sur ça Comment marche tous pas. crétins. Ça, c'est sur X. Ça marche pas. J'ai pas le lien. Tu peux Je l'ai balancé dans le chat de Twitch. Oui, oui, mais il prend pas les liens dans le chat de Twitch. Il remplace par 3 petites étoiles. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen que toi tu le balances ou comment on fait ça? Bah, moi, je le vois pas, mais on peut le faire par Tu peux le balancer Discord. ailleurs et tu peux le récupérer, c'est ça? Tu peux le mettre sur mon Discord. En général, c'est ce qu'on fait. Mais je sais pas si Ok. tu y es ou Là, sinon. je t'ai pas encore sur Discord, mais j'étais sur WhatsApp. Si tu veux, je te l'envoie par WhatsApp. WhatsApp, ouais, voilà, fais ça. Voilà. Je te l'envoie directement sur ton WhatsApp, comme ça tu l'as. Je te mets une ref et je te mets mon petit fil. Alors, je l'avais fait sur X à l'époque. Je te l'envoie, même s'il y a Musk et que c'est pas très propre. Ouais, je t'envoie le voilà. fil sur Demain tous crétins. Comme ça, tu peux. D'accord. Attention, on voit ton chat, on voit tes échanges. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors, voyons voir. Il y a quelqu'un qui va mettre en pause et qui va regarder ce que tu disais, à qui tu parlais. Ouais, c'est clair.
Heu, Voilà, demain tous crétins. J'étais un vieux Lestrade, c'est ça, hein, donc. ouais, Ok. voilà, je fais un petit fil Twitter sur ça, donc demain tous crétins, je débunk, le truc, je mets des sources de debunk. En fait, j'ai pas tout débunké moi-même, il y a des sources pour, les debunks déjà faits, où je montre comment Arte a mis en avant Dutton et compagnie. Voilà, moi j'ai le droit de mettre des liens. Et l'autre article, c'est de For Better Science, où tu as le détail, en fait. Voilà. Ah ouais, ok. Donc moi j'ai le droit de mettre des liens dans le chat. On Euh, va voir si ça marche. je crois. Hop, voilà. Et donc oui, il y avait Hope Not Hate, ouais, qui est une ONG super intéressante. Bon, dans mon fil, c'est en lien. Hope Not Hate, qui est un groupe antifasciste anglais, hein, qui a fait un gros debunk et une enquête sur ces scientifiques, et qui a mis en avant tout ce qu'ils faisaient et toutes leurs affiliations scientifiques, malgré le fait qu'ils avaient des takes très racistes. Voilà. Et donc toi tu t'es occupé de ça, de dénoncer ça. Tu as fait des papiers. Ouais, t'as Alors justement fait. j'ai dénoncé ce genre d'études. Ok. Parfois, alors je me souviens plus des noms des auteurs, parce que souvent c'est des auteurs aussi un peu seconde zone. Mais Hmm. quand des études paraissaient dans les journaux scientifiques, de 2013 à 2019, ça m'arrivait de débunker complètement et de publier soit sur mon petit Facebook, soit carrément d'envoyer, à l'époque j'étais sur Facebook plus qu'autre chose, soit d'envoyer à des bunkers de hoax d'extrême droite ou d'envoyer à d'autres blogs antifascistes Hmm. des debunks scientifiques, en fait. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est pas accessible à tout le monde. Enfin, je veux dire, lire un papier scientifique et arriver à le débunker, c'est pas à la Ah portée de bah tout c'est clair. le monde. Tu es là, tu as un papier scientifique qui te dit qu'il y a des races dans l'espèce humaine et que les blancs sont plus intelligents que les noirs. Et Hmm. tu as un raciste qui vient de débattre avec toi et qui te sort le papier, tu vois? Et toi, tu pas d'argument nécessairement en face. Tu dis: Bah «Ouais, ouais, non, ouais, c'est ce que clair. tu dis», mais si toi, tu me sors un papier scientifique avec une étude et un machin et un Ah truc, ouais, bah, ouais, peut-être pas capable de comprendre d'où ça sort et comment je peux le débunker. ouais. Ouais, c'est Là, clair. je veux donner des armes, en fait, aux gens qui voulaient quand même répondre à ces choses-là, quand on les confrontait à ça. Et donc, oui, il y avait un truc qui était très à la mode, c'était une carte mondiale du QI qui circulait, où on montrait que les Africains étaient bêtes. Et donc, il s'agissait de débunker ce genre de contenu, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Et ça, ça c'était dans les années 90-2000, c'est ça? Ouais, alors 2000 plutôt pour moi, je suis arrivé plus dans les 2010, hein, quand je le faisais. Mais les premières publications, j'aime bien parler historiquement, de montrer ce qui existait. Donc là, c'était pas moi qui le faisais, mais il y avait déjà ce type de chercheurs dans les années 90, 2000, 2010, 2005, et cetera. Ils ont vraiment eu une grosse mode, 2006-2007, ça a bien fonctionné. Et moi, je suis arrivé légèrement après, mais il y avait encore des publics qui sortaient, en 2010, 2011, 2012, et j'en ai débunké quelques-unes. Et ça existe Notamment, encore de nos jours? il y a encore des gens qui publient de temps en temps, Ouais. dans ces réseaux. Sur For Better Science, on couvre ça régulièrement aussi, hein. C'est très souvent, débunké, par les gens du monde scientifique. Mais oui, il y a des articles, régulièrement qui refont surface, où on essaye où il y a du racisme décomplexé dedans, quoi. Ok. Il y a un sujet qui est assez intéressant, qui revient souvent avec les gens racistes, c'est la vitamine D. Ouais. En fait, il y a des auteurs qui aiment bien instrumentaliser la vitamine D, parce que soleil, et cetera, pour, avoir des takes racistes dans leurs papiers ou trouver des choses. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu as, souvent des volontés de couper les aides sociales ou des trucs comme ça, et la supplémentation en vitamine D est devenue un instrument politique par l'extrême droite. En gros, ils vont dire, «Regardez, j'ai une étude qui montre une corrélation entre manque de vitamine D et telle pathologie, telle pathologie et telle pathologie. Donc les gens, il faut les supplémenter en vitamine D, ça sert à rien de leur filer des aides sociales». Ah. Et en réalité, la corrélation, elle est due au fait que, bah, quand tu as pas assez d'argent et que tu manges, de la malbouffe ou autre, Hmm. bah, tu te retrouves à avoir des carences en vitamine D d'un côté, qui n'ont pas des grosses conséquences sur ta santé, Ouais. et en parallèle, Ouais, c'est ça. Ouais. d'autres problèmes de santé Bien causés par la sûr. malbouffe, et cetera. Ouais. Et eux, ils vont présenter, cette corrélation comme s'il y avait une causalité. Et C'est donc du ça. coup, ils vont faire en sorte que, bah, on réduise les aides sociales, on réduise les interventions, de type, travailler vraiment sur les causes, sociales des problèmes, et dire: «Non, mais on leur file une supplémentation en vitamine D, ça suffira». Et d'autant plus que, c'est tous des noirs. C'est là que les takes Ah racistes ouais, sortent. ouais, ouais, d'accord. Alors c'est encore une fois pas moi qui le dis, attention, citation, j'ouvre les guillemets. Oui, Comme c'est c'est tous des ça. noirs, bah, ils sont habitués à avoir plus de soleil, et ils ont besoin de plus de soleil pour avoir leur stock de vitamine D. Ah Et oui, donc oui, d'accord. Ouais.
Tu vois le truc? Parce qu'en fait, évidemment, les populations les plus défavorisées aux États-Unis, Oui. plus pauvres, c'est, les populations, issues de l'immigration et cetera. Mmh. Donc, et il y a tout un racisme autour de ça avec des publications scientifiques à l'appui. Voilà. OK, bah, super. Et alors, bon, tout à l'heure, j'ai longtemps montré, d'un petit écran, là en dessous, des images de de manifestations avec des gilets jaunes et des gaz. Et oui. Voilà. Alors, tout le monde me dit: «Mais pourquoi tu montes ça? On en a marre, gna gna gna». Alors, voilà, pourquoi je monte ça? Comment t'es arrivé à travailler, là-dessus, toi? Sur notamment le gaz lacrymo voilà. C'est juste parce que quand les gilets jaunes se sont déclenchés, tu as milité dedans? Comment ça s'est passé? Alors c'est assez original parce qu'en fait, comme j'étais très militant de base, comme tu le vois et que je travaillais sur ces sujets-là, j'avais un petit réseau, à la fois de militants antifascistes, d'autres militants qui me connaissaient. Ouais. Et puis, les gilets jaunes, quand ils ont commencé, moi j'étais opposé aux gilets jaunes. J'étais là, je «Non, je veux pas y aller, c'est pas mon truc». Parce que j'estimais alors j'ai vu très vite les infos, passer, surtout près de chez moi. Il y avait, un camion où il y avait des migrants cachés dedans, où les gilets jaunes l'ont arrêté à un rond-point et l'ont balancé à la police direct. Ah ouais, Et ouais. ça, c'était pas du tout ma came. Ça calme un peu les gens. Et que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'extrême droite dans les mouvements gilets jaunes autour de moi. Et donc j'étais en mode critique. Et deuxième raison, c'est que la mobilisation était très anti-écolo à mon sens. Oui, oui, bah, au La début, c'était mobilisation comme était sur ça, la taxe carbone. ouais. Ouais. Au début, c'était un peu Et bizarre, et ouais. Il y avait, de l'extrême droite, moi, c'est pareil, hein, au début, je me suis tenu loin de ce truc-là. Puis petit à petit, ça a évolué, en fait. C'est comme dans une convention citoyenne, en fait. Les gens se sont réunis, enfin, je te laisse, expliquer, mais les ouais, gens se sont exactement. réunis, ont C'est commencé à discuter et puis, qu'est-ce On qui peut s'est passé? reprocher, certains reprochent aux gens de gauche d'avoir essayé de voler le mouvement, de le coopter ou que sais-je. Moi, en tout cas, j'étais hostile, on va dire, un petit peu en 2018, au début. J'y suis pas allé et je regardais un peu de loin avec une forme de dédain, on va dire. Mmh. Et puis De classe. est sor est sorti un article en plus que j'ai trouvé intéressant où, il est avéré que le hashtag gilet jaune, les principaux comptes qui le faisaient buzzer étaient basés en Russie et en Syrie. Ah oui. Donc il y a eu c'est pas ça veut pas dire que les gilets jaunes est un mouvement qui a été créé par les Russes et les Syriens. C'est juste qu'ils ont vu le mouvement, ils ont décidé d'investir dessus, Oui, tout à fait, ouais. de déstabiliser la France. Donc j'avais je et en fait, ce truc-là m'avait intéressé un petit peu et je l'avais partagé. Et il se trouve que j'ai été invité à un alors j'étais, chargé, à l'académie de Nice, spécialiste fake news, et j'étais au CLEMI, au Centre de liaison d'éducation aux médias et à l'information. Et donc je formais, les enseignants à travailler sur les fake news. Et Bien, donc on m'a invité, le journal Le Point m'a invité à Neuroplanète avec super. comme star de l'événement Idriss Aberkane, j'étais dégoûté, Super. Après, il était et peut-être pas aussi, dévalorisé qu'aujourd'hui à l'époque, à l'époque, il était validé par les institutions, voilà, effectivement. c'est Donc il ça. était invité par Le Point, Neuroplanète, Ouais. en tête d'affiche. Et moi, j'ai été invité, enfin, ils ont invité le Clémy. Il y avait personne du Clémy qui était dispo et moi, j'étais le petit nouveau du Clémy et puis j'ai dit: «Ouais, moi, je veux bien y aller, hein». Et du coup, je me suis retrouvé à donner une petite table ronde sur OK. le sujet de la désinformation et cetera et cetera. Pourquoi notre cerveau aime-t-il les fake news? Et à cette occasion, j'ai placé aussi les ingérences étrangères, l'astroturfing et le fait de jouer aussi de surfer sur des mobilisations. Et donc j'ai parlé de ça. OK. Et j'ai quand même dit que j'étais pas nécessairement hostile à toute mobilisation et cetera, mais que quand il y a une mobilisation, il faut en tenir compte. Il y a des ingérences étrangères. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup plu à une prof de Sciences Po qui était Ouais. venue, assister, qui était aussi qui me donnait un speech et qui m'a dit: «Ah mais j'ai trop envie que tu viennes, parler de ce que tu as parlé là, à Sciences Po. Est-ce que tu veux bien donner un cours à Sciences Po?» Donc Waouh! moi, j'étais tout content, «Ah putain Sciences Po, ça a une réputation et tout. Allez j'y vais, vas-y». Et j'ai accepté de donner un petit cours à Sciences Po et je me suis dit: «J'ai absolument envie de faire un truc avec les étudiants de master Sciences Po. J'ai envie de leur faire croire à une fake news Ouais. et j'aimerais bien que ce soit une fake news issue du monde des gilets jaunes». OK. Et donc, je me suis dit: «Il faut que je trouve une stratégie d'intervention en 1 heure où j'arrive à ce que, à la fin de l'heure, les étudiants en master de Sciences Po aient un doute ou croient en une théorie du complot issue du monde des gilets Le jaunes». but, c'était pas Et de donc leur apprendre à débunker? non, je voulais qu'ils y croient, en fait. Je voulais leur montrer, en fait, que tout Oui. le monde pouvait y croire et je voulais montrer justement par quel mécanisme on y adhère. Finalement, j'ai choisi un autre sujet, j'ai choisi le: «Est-ce que l'homme a marché sur la lune?»
et j'ai Ouais. quand même réussi à convertir, «Je suis certain qu'il a marché sur la lune» à «J'ai un doute, voire même je ne crois pas», 60 des étudiants. Ah! Bah, alors, c'était pas le but de la Mais manœuvre, c'était, hein? Si. je te dis ma stratégie elle était assez drôle. C'était tout simplement de faire un cours alors je me suis ramené spécialiste fake news et je leur ai expliqué ce que c'était que les biais cognitifs, assez Ouais. classique et je leur ai montré les différents biais qui existaient, une sorte de liste un petit peu, un petit listing de biais et je leur ai demandé ensuite, je leur ai dit: «J'ai envie de au lieu de faire un cours, qu'on fasse un exo pratique, que vous appreniez à les reconnaître» et donc je leur ai d'abord fait un exercice générique où ils ont dû reconnaître les biais cognitifs qui étaient dans des textes. OK. Mmh. Ensuite, j'ai dit: «Parfois, ces biais sont instrumentalisés pour vous faire croire des choses». J'ai pris un exemple, assez classique de désinformation où il y avait, plein de biais et ensuite, je leur ai dit: «OK, maintenant exercice pratique, vous avez 10 minutes, vous allez sur Google, vous cherchez: "Est-ce que l'homme a marché sur la lune?" Vous regardez les argumentaires et au lieu de lire le contenu des argumentaires, vous allez regarder s'il y a des arguments d'autorité, s'il y a des biais partisans, si vous regardez vous repérez tous les biais Mmh. mis en œuvre pour vous faire croire à une version ou à une autre et ensuite, on fait un débrief, on liste les biais qui sont à l'œuvre et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que, quand tu listes les biais cognitifs ou le les arguments parfois fallacieux qui sont instrumentalisés pour faire croire à une théorie ou à une autre, bah, en fait, les gens qui sont sceptiques de l'homme a marché sur la lune, ils se trompent, ils comprennent mal les choses, ils sont dans l'erreur, mais ils instrumentalisent moins, ils sont vraiment dans: «Je te montre des faits, je t'explique» et cetera et cetera. Mmh. Parfois, ils comprennent mal les faits, donc ils les expliquent de travers, mais ils sont beaucoup moins dans l'argument d'autorité. Ils sont Mmh. beaucoup moins dans, «Non, mais c'est comme ça parce que la NASA l'a dit. Non, on a des photos de machin». Enfin, voilà, ils remettent plus en doute les choses et c'était assez drôle parce que du coup, si on fait un listing, un tableau où on compte le nombre de biais cognitifs à l'œuvre, bah, il y en a beaucoup plus dans la colonne, «Je crois que l'homme a marché sur la lune» Mmh. et donc Après du ouais. ouais Après et les en fait, biais je leur les ai montré ouais. pardon, Vas-y. vas-y, continue, continue, excuse-moi. Ouais, en fait, c'est les biais cognitifs qui pourraient être instrumentalisés. C'est vrai que c'est un peu compliqué à identifier, clairement, je vois la remarque que tu vas me faire. Mais en fait, c'est en gros repérer les phrases qui font appel à l'argument d'autorité, repérer les phrases qui font appel à ceci ou cela Mmh. et bah, ils ont repéré pas mal de petits argumentaires, hein, comme ça, même de failles de raisonnement, hein. Problème, de raisonnement, pas juste de biais cognitifs. Et donc je leur ai fait la liste et à la fin, je leur ai laissé me dire leur avis. Et ensuite, je leur ai dit: «Attention, vous êtes fait avoir par un énoncé fallacieux». Ah. C'est pas parce qu'on fait appel à davantage, de raisonnements fallacieux qu'on a nécessairement tort. C'est Mmh. pas parce Eh qu'on oui. est, on fait voilà, c'est pas parce que je fais davantage appel à tel ou tel, argumentaire, foireux que ma conclusion est fausse. La conclusion est parfois indépendante de l'argumentaire. Ce qu'il faut, c'est regarder tous les faits dans l'ensemble et cetera et donc je vous rassure, je ne les ai pas laissés dans le doute. Ah, ouf. Et j'ai quand même déconstruit les arguments fallacieux qu'il y avait. Mais je me suis quand même amusé j'ai quand même été très content de voir OK. quand on avait juste le tableau rempli, Heu, l'énoncé a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui ont dit: «Ah ouais, mais en fait, finalement, on essaie de vraiment» il y a des gens qui essaient de nous faire croire qu'on a marché sur la Lune et ça a d'autant bien marché que, la NASA je te dis pourquoi ça j'ai choisi cet exemple et pourquoi ça a si bien marché. C'est que la NASA s'était rendu compte à une époque que quand on cherchait sur Google: «Est-ce que l'homme a marché sur la Lune?» bah, les résultats qui sortaient étaient toujours sceptiques. C'était le truc qui marchait le bien mieux. sûr, Il ouais. y a une campagne de la part de la NASA active qui avait comme objectif de retourner ça sur les réseaux sociaux et sur internet et donc du coup, Et ouais. ils ont fait une campagne avec des communicants qui étaient Mmh. très agressives et qui étaient pas toujours Ouais. extrêmement propres au niveau du contenu. Ouais, c'est ça. Après le biais d'autorité, par exemple, il est un peu compliqué parce que c'est aussi, une façon de se remettre à une source plus fiable que nous-mêmes. Je veux dire, moi, si j'ai un spécialiste d'une question qui me dit un truc, je vais dire: «Ouais, a priori, il est plus fort que moi dans ce domaine-là, donc je vais plutôt lui faire confiance». C'est pas forcément un biais, c'est-à-dire c'est Tout à fait, mais si on te dit: «Pourquoi le drapeau flotte?» oui, Je donne cet exemple-là, hein, oui, et que la réponse c'est, parce qu'en fait, il y a une barre, bah, c'est le truc classique, hein, que tout le monde oui, sait, oui, parce qu'il y a une barre horizontale et cetera. Là, c'est c'est un ça. bon argumentaire. Si on te Mmh. répond: «Non, mais il flotte parce que, les gens de la NASA ont dit que c'était comme ça», Ah oui, c'est, oui, voilà, ouais, ouais, voilà, d'accord. OK. c'est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui disait non, mais qui répondait à des arguments de fond par des arguments d'autorité.
Mmh. Et Ah oui. qui disait: «Non mais j'en sais rien de pourquoi ils flottent, mais les gens de la NASA te disent clairement qu'ils ont été dessus, Oui, bah, là, ils il y te a même les répondent. vidéos et cetera», tu vois? Et donc les gens me remettent en cause la vidéo et au lieu d'aller sur le fond et de répondre sur le fond, bah, on leur répondait par des arguments un peu autour et Voilà. c'était, il y avait pas de debunk, on va dire, concret. Donc je trouvais ça un petit peu drôle de faire cet exercice. Bon, c'est pas c'est un truc anecdotique qui a pas été documenté scientifiquement et que j'ai fait comme ça pour me faire plaisir. Mais en fait, au départ, j'avais l'intention de leur faire croire à une théorie du complot de gilets jaunes, comme je Et t'ai oui, dit. oui, oui, oui. Je cherchais un truc un peu spécifique que les gilets jaunes pourraient me sortir, tu vois? Je me Ouais. suis dit, Alors «On se moque tout le temps d'eux, est-ce qu'ils en ont vraiment?» qu'est-ce qu'ils Et donc disaient du les coup, gilets jaunes, j'ai décidé d'aller dans une manif de gilets jaunes, invi pour plusieurs raisons. D'une part, invité par des potes qui voulaient me convaincre qu'il y avait pas que des fachos, ouais. qui me disaient: «Va regarder de tes propres yeux», donc j'y vais comme ça. D'autre part, pour essayer de tester un petit peu, voir s'il y a des théories du complot qui allaient me ressortir pour avoir, les enregistrer. Et puis troisièmement, juste pour voir un peu ce que c'était que ce mouvement concrètement, curiosité, quoi. Mmh mh. Il y avait un appel national à Nice, avec, une photo limite un black bloc qui balançait un pavé et du coup, je suis allé à cet appel national gilets jaunes, à Nice. Ouais. Et c'est là qu'il y a une vieille dame, Geneviève Leguet, qui a été, renversée et qui a été gravement blessée. Ah oui, oui, je me Et souviens de ça. donc moi, j'ai filmé un petit peu comment le commissaire a empêché les médics d'intervenir Ah, du coup et ça m'a valu une garde à vue. Je me suis fait pointer directement du doigt. ah, directement à la première manif de gilets jaunes que tu es allé, tu étais Ah en ouais, moi, garde à vue? Ah, je crois que garde à vue c'était direct. après moi. Ah non, non, direct. Je fais une manif de gilets jaunes, je pars en garde à vue, moi, je suis comme Waouh, ça. bravo. Et donc du coup, bah, c'était totalement injustifié cette garde à vue parce qu'on a le droit de filmer la police, on a le droit de filmer ses actions, il y a pas d'illégalité. Oui, Il a dit: «Non dispersion suite à sommation» comme motif. Or, bah, j'étais, en fait dispersé, j'étais au loin et justement, c'était les gendarmes qui étaient venus appeler à l'aide des médics parce qu'ils avaient une blessée. d'accord. Et donc du coup, on était loin de la manif, tout était fini et dispersé et moi j'attendais un pote et j'ai filmé juste comment le commissaire a refusé les ordres des gendarmes et a mis en garde à vue des médics qui devaient porter assistance, à la demande des gendarmes. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, je tombe dans une cellule avec des gilets jaunes et je me dis: «C'est l'occasion de discuter justement un petit peu». Donc on parle un petit peu et très vite, alors moi je leur dis pas: «Dites-moi une théorie du complot, chers gilets jaunes». Je leur dis: «Ouais, le gouvernement quand même, il fait des trucs violents, vous en pensez quoi?» et cetera. Et puis, Ouais. «Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il fait des trucs un peu dégueulasses?» Je voulais les titiller un peu pour voir ce qu'ils allaient me sortir. Ouais, ouais, bien Il y en a un sûr. qui me dit: «Ouais, mais moi j'ai fait des manifs à Paris, j'en fais régulièrement. Tu sais qu'ils mettent du cyanure dans les grenades lacrymogènes en fait». Ah oui, c'est ça. OK. Et donc il commence à me raconter ça. Et donc moi, à la fois, je me dis: «Ah, c'est une théorie du complot un peu rigolote, Ouais. je pourrais peut-être l'utiliser» et en même temps, je me dis: «Je vais essayer de le débunker pour ce gars-là, quoi, lui dire: "Non, mais en fait, si Macron, il voulait te tuer, il y a plus simple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du cyanure dans une grenade lacrymogène, en plus, ça se voit le cyanure, on sait le tracer et tout». OK. Heu, ouais et donc du coup, j'essaie de lui expliquer pourquoi je pense que c'est peu probable et puis, il en démord pas et je me dis: «Bon, bah, on va regarder la littérature scientifique ensemble, à la limite». Pourquoi pas? Faisons une enquête ensemble. Je lui propose au lieu de le prendre à revers et lui dire: «Tu as tort», dire: Mmh. «Prenons une vraie méthode d'enquête. On OK. soupçonne ça, comment on fait?» Et donc, on commence à regarder la structure du gaz lacrymogène. Alors, on va sur Wikipédia, on regarde, hein, il y a écrit le nom de la molécule, il est écrit. Au début, le mec, il était convaincu que c'était une molécule secrète. Bah, je lui dis: «Ouais, elle est pas très secrète ta molécule, regarde, sur Wikipédia, on la trouve en 2 secondes. Ouais. Orthochlorobenzylidène malononitrile, à votre santé». Moi, j'essaie de dire Bon, maintenant, après, c'est quand même mais mystérieux. ouais, ouais, c'est une molécule un peu, Oui, ouais, ouais. développée par 2 chercheurs, Corson et Stoughton. Du coup, on l'appelle CS, des initiales de ces 2 chercheurs. D'accord. C'est plus simple Une molécule et de donc synthèse, comme dirait Babel Stitch. voilà, c'est ça, une molécule de synthèse et donc j'ai regardé un petit peu, ce que ça faisait sur la santé, ce qu'on en savait, ce que la Ouais. littérature scientifique en disait et là, je me dis: «Ah mais voilà l'origine de sa fake news». Il y a un papier scientifique qui dit que c'est métabolisé en cyanure OK. et C'est-à-dire donc je me dis: que qu'est-ce quand elle est dans le corps, ça se transforme en cyanure, c'est ça que ça veut voilà, dire? donc peut-être que un scientifique un jour l'a expliqué à quelqu'un, qui l'a expliqué à quelqu'un, que c'est tombé jusqu'à l'oreille de ce gars-là et que ça a été déformé en, Macron cache du cyanure dans les lacrymos. Alors qu'en Mmh. fait non, c'est juste, la molécule qui métabolise. Donc je lui explique le truc, je lui dis: «Ouais, je pense qu'en fait, c'est tout simplement qu'il y a du cyanure qui est métabolisé, donc c'est pas Macron qui l'a caché dedans pour vous tuer, c'est un truc qui existe depuis 1950 en vrai et D'accord. pourquoi est-ce que du coup on l'utilise quand même et on l'a pas interdit?» Je commence à regarder un petit peu Ça, alors c'est le la la c'est la réponse qu'on te fait, du coup?
Bah, c'est même moi qui me la pose cette Oui, oui, question. c'est ça, oui, Donc c'est vrai que c'est une bonne question. je dis là, vous en vrai, ça ouvre cette question-là, quoi. Ouais. Donc je regarde, c'est interdit en terrain de guerre, c'est autorisé en civil. Donc tout de suite, ça amène Ah à oui, c'est limite du interdit conflit. en guerre? Ah bah, ils autorisent ouais, c'est interdit en temps de guerre Ah et c'est ouais, autorisé en civil. cool. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est interdit en guerre pour une raison, qui est qu'on a fait, un accord qui est l'OIAC, l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, qui est qui a eu un prix Nobel en 93, qui a été un effort international pour arriver à réguler l'utilisation d'armes chimiques et éviter qu'on en utilise en guerre. OK, Donc pour éviter qu'on utilise une arme chimique en guerre, bah, comme le gars en face, il sait pas ce que tu utilises, s'il voit de la fumée, on a interdit toute arme chimique, y compris les gaz lacrymaux. d'accord. Le gaz lacrymo est interdit en temps de guerre parce que, bah, ça peut faire une escalade très rapidement. L'autre, il va dire: «Tu as rompu les Ah accords ouais, internationaux? OK, je t'envoie du sarin». ouais, ouais. Heu et ça peut aussi avoir comme autre conséquence que c'est pas utilisé d'une manière maintien de l'ordre tel qu'on l'utilise classiquement, mais ça peut être tellement concentré, tellement violent et cetera, que ça cause énormément de dégâts et en fait, les soldats sont pas très impactés. Durant la Première Guerre mondiale, on a été très, choqués par les gaz lacrymogènes, qui étaient, les gaz de guerre de l'époque, mais en fait, ils ont causé moins de morts que les baïonnettes, D'accord, qui sont des petits OK. couteaux. En fait La 1re guerre mondiale, c'est des gaz lacrymogènes qu'ils avaient? oui, c'est là que c'est sorti vraiment les gaz lacrymos et donc D'accord, beaucoup de monde, pensait que c'était, une arme ultra violente parce qu'en fait, on a des témoignages, des gens qui ont été impactés et cetera, mais en réalité, c'est pas l'arme la plus violente et la plus efficace en termes militaires. Elle était très peu efficace, surtout d'accord. qu'on contrôle pas le vent et cetera. Alors, Donc en est-ce qu'elle a réalité été peu efficace en termes militaires globalement, mais qu'elle a quand même fait des dégâts ponctuellement sur, des personnes, quoi? en fait, ce qu'elle J'imagine. fait comme dégâts, c'est ce que j'allais te dire, c'est sur les civils. Ah! Sur les civils. Là où ces armes-là, en fait, c'est pour ça qu'on les a interdits aussi, c'est que c'est des armes les militaires, ils ont tous des masques à gaz, de quoi se protéger et cetera et Mmh. finalement, c'est les civils qui trinquent à chaque fois dans ces trucs-là. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de protéger les civils, OK. en interdisant les armes chimiques, de manière générale. Le gaz lacrymogène CS est autorisé en temps de guerre, y compris par l'armée, si c'est pour du maintien de l'ordre. Par exemple, pour maintenir des prisonniers qui font une rébellion, D'accord. mais il est interdit en opération militaire. Et oui, oui, parce que tu as une armée, en face qui peut t'envoyer du plus lourd, quoi. Voilà, c'est ça et qu'en plus tu vas toucher sur tous les civils et cetera. Mmh. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Donc je démystifie un peu le truc parce que évidemment, tu vas aller sur internet, tu vas chercher les titres. Tu as plein de titres putaclic qui vont dire: «Interdit en temps de guerre, autorisé en civil, les gaz lacrymogènes, machin, machin». Donc C'est le vrai. paradoxe, il peut s'expliquer en fait. Il est pas aussi Oui, oui, bizarre. oui. Enfin, c'est vrai. Mais Dans le fond, c'est pas faux. malgré cela, cette arme, elle est quand même métabolisée en cyanure et elle a des effets assez lourds sur la santé, en effet direct aussi, hein. Et donc du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on l'autorise à ce point-là sans» et donc dans les années 80, il y a un scientifique qui a publié un article dans un journal scientifique et je lui en veux un petit peu parce qu'il a fait aucune étude. C'est sorti de sa tête. C'est un calcul Ah! D'accord. où il dit voilà, alors il cite quand même des références, hein. Il dit: «Un poumon, ça respire» alors je suis désolé, je suis pas bon, je suis pas très bon sur ça, il faudrait que j'ai les données devant les yeux. Donc Bien je vais sûr. dire des chiffres totalement absurdes Oui, oui. qui sont, un quelqu'un qui s'y connaît en poumon va se moquer de moi, Écoute, mais je si m'y c'est connais pas en trop aberrant, on te reprendra, t'inquiète. mais en tout cas, voilà, il va dire un volume de poumon, c'est environ 3 litres, j'en sais rien OK. et donc du coup, on respire, je sais pas combien de fois par minute, 40 fois par minute ou je sais pas quoi et donc du coup, il y a un volume de temps qui passe par les poumons en 1 minute. Mmh. Ça veut dire Un qu'il y a volume d'air. imaginons voilà, imaginons que ce soit, qu'on ait lancé une grenade lacrymo. Ça veut donc dire qu'on a, dans cet air qui est respiré, tel pourcentage de gaz lacrymogène. Même si l'intégralité de ce qui se trouve dans l'air est absorbé par les poumons, ce qui est impossible, on n'absorbe jamais tout, bah, il y aurait telle quantité qui rentrerait dans le sang et cette quantité-là, elle produirait telle quantité de cyanure et donc il a calculé ça et il conclut en disant: «Ça représente moins que 2 bouffées de cigarette». D'accord. Donc si vous avez peur du cyanure des gaz lacrymaux, vous devriez avoir peur de 2 bouffées de cigarette. OK. Sa logique est cohérente, sauf que, 1, il a pris des cigarettes de 1910, hein, qui sont un peu plus chargées en cyanure.
Si je prenais des cigarettes contemporaines, on serait plutôt à 20 cigarettes, quoi. OK, 20 bouffées de cigarettes, voilà, mais 20 bouffées. Donc 2 cigarettes complètes ou un truc comme ça. d'accord. Bon, soit. Deuxième chose, il a pris une exposition d'1 minute. Mmh, Or nous, on est nassés, on est exposés beaucoup plus longtemps c'est ça. et il a pris, une exposition selon le fabricant, c'est-à-dire que la grenade a explosé à 10 mètres de la personne. Ouais, Or nous, on a des grenades qui explosent à nos pieds quand on est en manif OK. et la concentration est très, très variable. Alors il y a des études qui ont été faites par des physiciens qui sont super intéressantes sur la densité de gaz lacrymogène et elle peut être 5000 fois supérieure à proximité du gaz de la grenade Ah que, oui, à 10 mètres. d'accord. Ah oui. Donc tu peux multiplier par 5000 la concentration. Ah oui, donc ça fait 10 000 cigarettes du coup. Voilà, c'est exactement ça, tu as compris le truc. Donc on d'un truc qui dit 2 bouffées de cigarettes, on tombe à 10 000 cigarettes en cyanure. Ah ouais, 10 000 Donc cigarettes, faut les tanker quand même. ouais, je vous rassure, attention parce qu'il y a du goudron dans les cigarettes, donc là je parle Oui, vraiment oui, que de la oui. dose de cyanure, hein, Ah oui. mais cette dose de cyanure, elle est pas non plus intégralement absorbée, comme je le dis. On n'a Mmh. pas intégralement une absorption de tout le gaz lacrymogène, on sait pas et cetera. Mais en tout cas, si on absorbait tout et qu'on était juste à côté de la grenade, on aurait une dose mortelle. OK. On a plein d'exemples en pratique dans les manifs, de gens qui ont eu des grenades qui ont explosé leurs pieds, qui n'en sont pas morts. Donc ils Mmh, ont bien pas sûr. tout absorbé. Mais ils ont peut-être absorbé suffisamment pour qu'ils aient un effet sur leur santé ou qu'il y ait quand même de quoi s'inquiéter. Donc ce serait bien de savoir quelle dose ils ont absorbé. Mmh. Surtout que j'ai déjà vu des gens tomber dans les pommes et des gens aguerris qui étaient pas nécessairement, des black blocs tomber dans les pommes, hein. C'était Ouais, pas nécessairement, des gens qui, avaient peur, étaient choqués, avaient une insolation ou que sais-je, parce que c'était ouais. même passé sous la pluie, quoi. Moi Ou des j'en ai eu un qui a vieillards ou couru des dans mes enfants bras, quoi. quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça peut être moi je peux comprendre, hein, qu'on puisse dire: «Tomber dans les pommes», c'est un symptôme très générique. Le problème, c'est que c'est le symptôme aussi du cyanure. Il y a pas d'autre chose pour le cyanure, quoi. Soit Ah on ouais. le cyanure, c'est vertige, perte de connaissance et derrière, ça peut être mort. Mais, si on a un effet faible du cyanure, on a dit que des vertiges. Donc moi, je suis là, je me dis: «Bon, bah, des vertiges, il y en a plein qui en ont en manif». Mais ça peut Mmh. être n'importe quoi. Mmh. Tomber dans les pommes, c'est un peu plus rare. Ah Mais, oui. et là, il y a peut-être quand même quelque chose. Et donc du coup, je me suis dit: «Voilà, faudrait quand même voir, doser, quantifier» et donc j'essaie d'alerter sur le sujet. Et bah, malheureusement, je passe pour une fake news parce qu'un journaliste a, à mon sens, un peu mal fait son travail. En tout cas, il a demandé à un professeur, j'en avais parlé dans la préparation de l'émission, hein, je sais pas si tu veux que je le raconte. Si, si, vas-y, raconte, parce que les gens étaient Donc pas il a là, hein. envoyé un message à un professeur à Caen, professeur Renaud, pour lui demander de témoigner dans la presse. C'est Faut ça. retrouver le premier article qui passe des lacrymos de moi, c'est avec le professeur Renaud à Caen. Et donc ce dernier dit: «Non, mais c'est pas métabolisé en cyanure, vous inquiétez pas, il y a pas de cyanure». Mmh. Moi, je le contacte, ce professeur Renaud, je lui envoie un petit mail et puis là, le professeur Renaud qui me dit: «Non, mais en fait, j'ai répondu rapidement sans lire la littérature, je me suis trompé, mais je ne veux plus parler à la presse». Donc du coup, ça reste fake news. Dans un second temps, on décide d'assumer le côté fake news, on fait un peu les trolls, on rigole et puis on demande aux gens de faire des analyses cyanure pour vérifier, les gilets jaunes. Ouais, ouais. On en a une cinquantaine qui sont avec des niveaux élevés. Donc ça, tu fais des analyses pendant les manifs, c'est ça? Parce que Alors, le c'est pas pendant problème les manifs, c'est après la manif. après la On va manif. vérifier un dérivé du cyanure qui s'appelle le thiocyanate. On a 2 semaines pour le faire. C'est le standard de ce qu'on fait pour vérifier si on a été intoxiqué au cyanure. OK, Donc c'est quelque chose qui normalement, existe en routine, qu'on peut demander en laboratoire et qui coûte 26 €, d'accord. si c'est pas prescrit par un médecin. OK, Donc on a eu des gilets jaunes qui ont mis 26 €, qui ont fait une analyse et qui ont récupéré le document. Certains l'ont publié en public OK. sur Facebook. Donc on avait, des résultats qui étaient publiés comme ça. Donc on dit: «Ouais, bah, du coup, il y a, 5, 10, 15 gilets jaunes qui l'ont publié en public. Nous, on en a une cinquantaine en privé». Il y a une inquiétude. Est-ce que, ce serait pas le moment qu'on fasse une étude sérieuse pour vérifier quel est le niveau de cyanure et s'il y a pas un danger? Parce que les taux étaient On, élevés, en fait. relance des journalistes et ces journalistes vont interviewer des toxicologues et les toxicologues vont nous traiter comme si on faisait, je sais pas, enfin, il y avait 2 médecins dans l'équipe qui avaient fait des analyses et qui essayaient de lancer une alerte de santé publique en quelque sorte. Qui disaient: «Ouais, bon, ce serait bien qu'on s'empare du sujet et qu'on vérifie le problème» et eux, ils ont répondu comme si c'était à nous de le faire en quelque sorte. Ils ont dit: Mmh. «Bah, ouais, en fait, ils ont mesuré des niveaux élevés de thiocyanate, un dérivé, mais premièrement, ça peut être dû au manioc, parce que quand on mange beaucoup de manioc, on a beaucoup de thiocyanate aussi». C'est dans la Ah presse. oui, d'accord. Heu,
je veux bien, hein, ça peut être l'alimentation, mais bon, dire que les gilets jaunes sont mis à tous bouffer du manioc en grande quantité. Oui, Alors, c'est il y a une ça. question 50 sur C'est combien de tests? encore un Problème. préjugé un peu raciste, là, du coup. J'ai demandé les 50 sur combien de tests, c'est très faible comme argument, hein, je suis d'accord, parce que s'il y en a 10 000 qui ont testé et qu'il n'y en a que 50 qui sont positifs, c'est pas très élevé. Je ne sais pas. On a demandé aux gens de faire des tests et de nous envoyer si c'était positif ou négatif. On leur a dit les négatifs nous intéressent aussi. On a eu 0 retour négatif. On a eu que des tests positifs. Hmm. Et les tests thiocyanate sont faits uniquement à Lyon. Enfin, on va n'importe où, on dépose en laboratoire, l'échantillon est envoyé à Lyon pour analyse. Et donc ceux qui ont l'œil sur l'ensemble des analyses cyanure qui ont été faites, c'est les hospices civils de Lyon. Ils n'ont pas communiqué sur l'ensemble de ce qu'ils avaient comme test, mais je les ai eus au téléphone en privé. J'ai parlé avec le professeur Parent, etc. Et il m'a dit que oui, effectivement, statistiquement, il a énormément de positifs par rapport au nombre d'échantillons. Donc c'est quand même inquiétant. C'est ça. Voilà. Donc je peux pas dire 50 sur combien de tests, mais ce que je peux dire, c'est il y en a au moins 50 qui ont eu un résultat plus élevé que la moyenne. Après, Et vu le protocole, je pense pas que vous avez pu faire 10 000 prélèvements, quoi. bah, on n'a fait aucun prélèvement sur ça. On a demandé aux gens de le faire. Ah oui, c'est ça. Donc ensuite, l'idée, c'était justement de ne pas faire de la science, on ne faisait pas de la recherche, on était là avec des médecins qui étaient dans les manifs de Gilets jaunes depuis le début, qui s'occupaient des Gilets jaunes pour les cas graves. C'est des médecins qui ont pris en charge, par exemple, les yeux crevés, les trucs comme ça, hein, qui ont vécu déjà des trucs assez horribles par le passé, et qui là s'inquiétaient pour les Gilets jaunes qu'ils avaient, parce qu'ils avaient plein de gens qui se plaignaient de vertiges et de troubles comme ça. Et qui donc, en me rencontrant, ont dit bah, ce serait bien qu'on vérifie si les Gilets jaunes ont été intoxiqués au cyanure à faible dose. Et donc, du coup, ils ont d'abord recommandé ces analyses, prescrit ces analyses à ceux qui le voulaient bien. Et quand la presse a dit que les thiocyanates n'étaient pas une preuve, parce que, bah, en fait, c'est un dérivé du cyanure qui est présent pendant 2 semaines, et que ça peut être tout et n'importe quoi qui s'est passé les 2 semaines auparavant, donc que ça peut être du manioc ou une alimentation. Bah, dans la presse, le toxicologue disait il faudrait vérifier non pas le dérivé, le thiocyanate, mais vérifier le cyanure. Et ça, il faut le faire dans l'heure, parce qu'en fait, le cyanure, il est présent que pendant 1 heure, avant d'être dégradé. D'accord. Et donc, du coup, bah, on se disait, ouais, mais c'est à vous de le faire. Et donc, moi, première étape, j'appelle des laboratoires d'analyse et je demande si on peut faire une analyse cyanure. Et ben, ça n'existe pas, en fait. Vous pouvez appeler votre laboratoire d'analyse, ils ne vous proposent pas le cyanure. Il n'y a que le thiocyanate qui est proposé. Ok. Et là, je découvre, je me dis, bon, je vais regarder la littérature scientifique pour voir ce qui existe. Et là, je découvre qu'il y avait une start-up suisse qui a développé un test cyanure. Un test cyanure en vente libre, en quelque sorte, qui était un peu humanitaire, qui a reçu un prix Horizon 2020, qui était utilisé aussi par le FBI, hein, comme principal client. Ça, Ok. c'est un peu les arguments d'autorité, on va dire, mais qui a fait l'objet d'une publication scientifique que je trouvais assez bonne, hein. On avait une gamme qui était très jolie et qui proposait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les pays où il y a des mines d'or, où on extrait de l'or, il y a on le fait avec du cyanure, ça. Il y a des gens qui se retrouvent intoxiqués au cyanure. Et l'antidote coûte 2000 €, où il était très cher, quoi, là-bas. Ouais. Et du coup, bah, comme c'était des vies de personnes pauvres, pays en voie de développement, C'est ça. machin, machin, 2000 bah, euros, on c'était ne mettait trop. pas 2000 € au moindre doute. C'est clair. Et donc, du coup, bah, il y avait une mortalité assez élevée dans ces mines. Et donc, eux ont trouvé un moyen de tester le niveau de cyanure avec un kit qui coûte 10 balles. Ok. Et si ça devient violet, alors on a besoin de l'antidote. Donc ça D'accord. permettait finalement, de manière à sauver des vies, on va dire, dans ces pays-là. Ça permettait également de vérifier les plantations de manioc, s'il y avait trop de cyanure dedans, etc. Enfin, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire avec. Ouais. Et donc, moi, je contacte les fabricants du kit, je les appelle, je leur dis, mais c'est en vente libre votre truc, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut doser le cyanure dans le sang, etc. Ils disent, oui, oui, bah, c'est fait pour ça. Ça coûte 10 balles, si t'en veux, je t'en vends, vas-y. Cool. J'en ai acheté 10. Oui. Et ensuite, j'ai appelé les médecins et j'ai dit, bon, bah, les gars, voilà, j'ai les kits pour détecter le cyanure. Est-ce que vous pouvez m'avoir 0,2 millilitres de sang? Moi, je vais aller en manif, je vais tout simplement prendre un petit couteau ou un truc comme ça et me couper et prendre une goutte de sang, quoi, parce que c'est pas beaucoup de sang qu'il faut. Hmm. Et là, les médecins ils me disent, non, mais faites pas n'importe quoi. Déjà, on va faire ça proprement. On va réfléchir à une manière de faire. On va faire des ordonnances. On va dire aux gens, on soupçonne que vous êtes intoxiqué au cyanure s'ils le veulent. Et ensuite, on leur fait un prélèvement et on analyse. Et donc, on est allé en manif et on a fait ça. Et, Ok. et ce qui est bien, c'est que. Alors, pour répondre à Lola, attention, le manioc, c'est pas avec l'or.
En fait, pour extraire de l'or, en fait, il faut fragiliser la roche. On utilise du cyanure pour ça. Donc, Mmh. les mines d'or utilisent du cyanure. Et le manioc, c'est dans d'autres pays, ailleurs. Il y a, dans le manioc, il y a du cyanure aussi. Donc, du coup, c'est pas lié. C'est deux applications différentes. Et j'ai cité deux applications, mais il y en a encore d'autres de ce kit. Ce kit est appliqué par le FBI pour vérifier les cas criminels et autres. Et il peut être utilisé en industrie, il peut être utilisé dans plein d'applications. Et voilà. Et Donc, du là, coup, nous, on se dit, quand on fume la cigarette, il n'y a pas de cyanure, il y a juste le ah, dérivé. il y a du cyanure, mais en dose tellement faible que tu vas pas le détecter avec ce kit. C'est des D'accord, microgrammes. Alors d'accord. que le kit, il détecte des milligrammes par litre. Ok, Donc en fait, il faut fumer le dérivé du cyanure, tu vas l'avoir avec la cigarette. c'est Parce que tu ça. fumes pas qu'une cigarette. Tu en fumes sur 2 semaines, tu as fumé un bon paquet enfin, une bonne quantité de cigarettes qui va permettre de faire monter les thiocyanate. Par contre, sur une cigarette, ça a été mesuré avec des techniques très précises. On est dans l'ordre du microgramme en cyanure. Donc ça, c'est pas D'accord. détectable avec ce kit, c'est trop faible. Ok. Et d'ailleurs, on l'a fait. On avait des fumeurs qui ont testé, qui ont testé ce kit et qui avaient 0 en fait, hein. Ok. Donc voilà. Donc nous, on a le kit, on le propose aux gens. On leur dit: «Voilà, si vous voulez, vous pouvez, on a 2 médecins, ils vous prescrivent le truc et on vérifie le niveau de cyanure qu'il y a dans votre sang suite à exposition aux gaz lacrymaux». On s'est baladé dans les manifs, on l'a fait et ce qui est bien avec ce kit, c'est que le kit en lui-même coûte 10 balles, mais ça utilise un réactif qui peut être quantifiable avec des lentilles spéciales et un système un peu compliqué. Et si on a un appareil qui coûte 10 000 €, on peut quantifier. Ah On peut merde. avoir un chiffre en milligrammes. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'avait pas les 10 000 balles pour acheter la machine. Mm. Donc on avait juste un résultat à la louche, à l'œil. Ouais. On l'a envoyé, au fabricant et le fabricant, il a halluciné sur le résultat. Il a dit: «Non, mais je m'attendais à ce que vous ayez du négatif. Moi, je pensais pas que ça allait changer de couleur. Ah ouais. Heu, est-ce que ça vous dit, je viens en France avec mon appareil et je fais les mesures avec mon appareil?» Ah ouais. Ok. Et donc, on a dit: «OK, bah, carrément banco, on va Bah dans oui. notre manif et on va faire les mesures». Et donc, on en était là, mais en parallèle, il s'est passé un truc, qui arrive souvent dans le monde militant. On se tire souvent des balles dans le pied tout seul, les uns les autres, à s'insulter, à se détester les uns Ah, les autres, ça. au Je lieu de suis se dans dire un c'est syndicat dommage. d'auteurs de BD et c'est exactement pareil. Ouais. Et c'est dommage parce que parfois je peux comprendre qu'il y ait des ressentiments, qu'on soit pas d'accord sur la ligne, qu'on puisse se critiquer, mais c'est tellement dommage parce que souvent on a la même intention, on a les mêmes objectifs et on peut se tromper, mais il faudrait peut-être se parler plus gentiment un tout petit peu pour arriver à aller dans le même sens, quoi. C'est bien ça. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui s'est surchauffé en mode, il était convaincu, il était street medic, black bloc et il était convaincu que si on faisait des actes médicaux en manif, ça allait être un prétexte pour interdire les street medics en France. Ah. Et donc du coup, il considérait qu'on faisait des actes médicaux, ce qui est pas vraiment le cas parce que c'était du diagnostic et il a commencé à chauffer tous les street medics en disant: «Il faut absolument interdire ça parce qu'il faut qu'on se distancie, parce que sinon ils vont interdire les street medics en France». Hmm. Et donc il a réussi à motiver, quelques potes à lui et ils ont fait très, formellement et très officiellement un communiqué au nom du collectif Street Medic, Coordination Premiers Secours, Ok. qui n'a aucune valeur juridique, qui sont des gens comme ça et qui étaient, même pas compétents en médecine et là où c'est intéressant, c'est que c'était, ils se tiraient dans les pattes entre eux, les street medics, souvent. Donc c'était certains collectifs de street medics, mais qui étaient Ah. en guerre contre d'autres. Enfin, c'était tout un c'était très compliqué, Il y on a va dire, des univers pris là-dedans qu'on et soupçonne pas, hein. globalement, la vitrine de ça, c'était un groupe Facebook avec 50 likes, à ce moment-là. Ah ouais, ouais. Ok. Par contre, ce communiqué a été repris par l'AFP, Ah ouais. par, France Info, par tout Ok. le monde et ça a donné un article qui dit, heu et c'est là que c'est chaud, ils ont demandé au parquet ce qu'il faisait, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête. Donc le parquet ouvre une enquête pour violence volontaire aggravée, Ah ouais? en disant qu'il y a des gens, on ne sait pas si c'est des médecins, ils se font passer pour des médecins, et qui volent le sang des manifestants. C'est des Des vampires. rumeurs circulaient sur nous. Les street medics, il y en a qui disent qu'ils ont pas compris ce que c'est. Les street medics, c'est dans les manifestations des gens qui s'habillent en blanc avec des petites croix rouges Hmm. et qui vont aider les manifestants blessés en apportant les premiers secours. Ce ne sont pas toujours des médecins. Généralement, ce ne sont pas des médecins. C'est très rare que ce soit des médecins. Hmm. Ce sont des secouristes qui viennent apporter les premiers secours et amener la personne en lieu sûr et permettre une prise en charge par du personnel médicaux. Hmm. Il se trouve que dans les manifs, des fois, il y a des médecins qui sont street medics aussi. C'était le cas des deux trois médecins qui étaient avec moi, en fait. On avait 2-3 médecins street medics qui étaient venus avec moi.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, des articles de presse qui disaient, qu'on faisait des violences volontaires aggravées sur les gens en leur volant leur sang. LCI a carrément fait une vidéo où le journaliste dit, dans le JT, que ce sont des gens qui volent le sang des gens sans leur accord. Ah ouais. Là, on fait: «Mais non, on a les accords signés, hein, t'inquiète, c'est des ordonnances et tout» et en parallèle, dans les milieux militants, il y avait d'autres rumeurs qui disaient qu'on était des infiltrés, qui volaient l'ADN des gens pour les ficher et les filer l'ADN à la police Ah ouais, trop bien. et que c'était un prétexte pour, voilà, donc tu imagines tout le tralala Ouais, qu'il y avait autour ouais, je vois, je vois. et donc le parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires aggravées. Il nous convoque, on se ramène, on se présente, on dit: «Regardez, voilà les ordonnances, voilà les consentements signés. Nous, on pense qu'il y a un problème de santé publique, on s'inquiète et là, il y a des personnes qui avaient des vertiges et qui veulent savoir ce qu'ils ont dans le sang. C'est du diagnostic». Mmh. Heu et donc ouais, il y a une petite remarque de Babel Stitch qui parle Ouais. du citron et du sérum Phi qui étaient interdits en manif. C'était pas vraiment officiellement interdit. Il y a des policiers qui en profitaient pour fouiller les sacs et confisquer, ça c'est vrai. Par contre, ils avaient pas vraiment le droit de le faire en soi. Ce qu'ils arrivaient à faire, c'était les masques à gaz qu'ils considéraient comme des armes Mmh. et c'était classé comme arme catégorie je sais pas quoi et il y a beaucoup de monde qui faisait des gardes à vue uniquement pour avoir un masque à gaz dans son sac. Ah ouais, c'est Ça, fou ça. j'en ai vu quelques-uns, je trouve ça assez choquant. Et franchement, je trouve ça assez grave qu'on interdise des équipements de premiers secours, notamment sérum physiologique, hein, Bah et des oui. équipements de protection individuelle, lorsqu'on utilise une arme chimique sur des gens, en fait. Alors oui, effectivement, ça réduit son efficacité. Si les gens, ils commencent à se masquer et se protéger, c'est moins efficace. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle on se masque et on se protège. C'est pas uniquement parce qu'on veut casser du flic et balancer des pavés. C'est parce qu'on a peur pour sa santé aussi, en fait. Donc oui, je pense qu'il faut réfléchir à un maintien de l'ordre, différent où on va peut-être pas, utiliser nécessairement une arme chimique qui fait peur à tout le monde et surtout pas interdire aux gens de se protéger contre les effets de cette arme. Bon, en tout cas, il s'est passé ça et nous, on a été convoqués à Paris. On donne les éléments et là, la brigade veut classer sans suite, hein. Ah ouais. Et le procureur fait un peu de zèle et décide de quand même reclasser et décide de nous poursuivre pour autre chose. Donc on n'est plus sur une, violence volontaire aggravée. On bascule sur, recherche sans consultation d'un comité de protection des personnes Ah! et ça c'est, quelque chose qui est a posteriori, je comprends qu'il y a eu des débats, on va dire, sur le sujet, mais on n'avait pas du tout ça en tête quand on l'a fait. C'est-à-dire que quand on l'a Ouais. fait, on était sur du diagnostic, comprendre ce que les gens ont, quoi et arriver à leur porter des soins adaptés. Mmh. Voilà et le truc, c'est que la recherche, généralement, on teste un médicament, on teste une nouvelle Ah procédure, oui, on c'est teste ça, quelque ouais. chose de nouveau, on développe des connaissances. Nous, on n'était pas dans le développement de nouvelles connaissances. Mmh. On part d'un constat, il y a du cyanure dans ces gonades lacrymo. On part du constat qu'il y a des gens qui convulsent par terre de temps en temps. On se dit: «Il y a peut-être un lien de cause à effet, ce serait bien de savoir, combien de cyanure ont les gens dans le sang, quand ils sont exposés au gaz lacrymo, quoi» Ouais, c'est et clair. pour pouvoir faire un meilleur suivi pour leur santé et donc du coup, on a eu cette défense, lors du procès et on a été relaxés. Mais ça a quand OK. même mis 3 ans, hein. Ah oui. Le procureur a fait appel, l'audience a eu lieu. Je me contente de dire ce qui s'est passé en première instance et je ne vais pas commenter plus que ça, Mmh. en attendant le résultat de l'appel du procureur. D'accord et pendant ce temps, vous avez pu exploiter quand même les résultats des analyses? Il y a des gens qui en ont parlé en public, les personnes qui ont fait les analyses en ont parlé. Heu, on l'a fait sur nous-mêmes, on l'a quantifié. Mmh. Moi, je parle de mon résultat. Moi, je suis monté à 0,8 milligrammes par litre, Tu me sachant disais que à un c'est une on dose meurt, c'est anticipée ça? de ouais. Comment? Tu disais à un on meurt, c'est ça? À 1, on meurt pas systématiquement, il y a un risque de mourir. Parce Ouais, qu'en c'est fait, ça. c'est une dose à partir de laquelle on peut mourir et OK. on est certain de mourir à 3, on va dire. Au-dessus de 3, on n'a pas d'enregistrement d'une personne qui a survécu à une dose de cyanure supérieure à 3 milligrammes par litre. Heu, on n'a pas trop de cas d'intoxication au cyanure, c'est assez rare. Donc du coup, les mesures qui ont été faites, c'est parfois dans les incendies, par exemple, où il y a aussi du cyanure qui est dégagé. Donc il y a des gens qui ont respiré des matières synthétiques qui ont dégagé du cyanure et Mmh. donc là, c'est, en fait,
les pompiers ont analysé le cyanure dans le sang des gens a posteriori. Parmi les gens décédés, ils étaient tous au-dessus de 3. Parmi les survivants, ils étaient tous en dessous de 1. Donc la conclusion, c'est de dire qu'en gros, entre 1 et 3, il y a une zone un peu où on ne sait pas trop. Ouais, Mais au-dessus de 3, on est certain de mourir ouais. et en dessous de 1, voilà. Et par contre, on a des effets, forts sur la santé à partir de 0,5. Eh oui. Et Lola Springwater, elle demande Et le du labo coup, est venu avec son le appareil. labo est Je le venu dis et vous avez clairement, pu faire les analyses heu, avec. on l'a fait en quantifiant. Ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières ont été faites sans le labo. On a fait 2 séries à Paris Ouais. et ensuite, il y a eu tout ce bordel, tout ce blabla, mais avec les street medics, qui nous insultaient, on avait des menaces de mort, hein, à ce moment-là. Mmh. Un des médecins qui avait, plus de la cinquantaine, personne plutôt, âgée, pas nécessairement une personne âgée, mais pas jeune non plus, quoi, se fait agresser par des jeunes de 25 ans et se fait frapper dans la rue par ces jeunes-là. Enfin, Ah ouais. c'est allé jusque-là, quoi. Je trouvais ça assez violent, Bah oui. malgré ça, on a discuté entre nous. On avait ce scientifique, suisse qui était prêt à venir avec son appareil. On a dit: «Bon, bah, faut qu'on le fasse». Les gens qui nous harcelaient, qui nous attaquaient étaient à Paris. Donc on s'est dit: «On va les surprendre, on va aller ailleurs» et on est allé à Montpellier. OK. Parce qu'à Montpellier aussi, il y avait tout le temps des lacrymos. Ah ouais, bah Donc oui, on c'est a ce que fait, disait les Babel an Stitch apparemment, qui est de là-bas. ouais et donc on a fait les analyses non pas à Paris, mais à Montpellier avec l'appareil et donc il y a D'accord. le scientifique qui est venu à Montpellier OK. et donc qui a utilisé son appareil, qu'il avait mis au point et qui nous a donné des chiffres, des valeurs chiffrées et donc on est monté on était à 0 au départ, on est monté à 0,8 C'est ça. pour les personnes, Ouais. de notre équipe, Oui, il y a pas que on l'a fait sur toi, il nous-mêmes. y a pas que toi qui étais à 0,8 quoi. Ouais, il y avait pas que moi, c'était compliqué parce que j'ai publié dans un dossier les résultats qui nous concernent, où on l'a fait nous-mêmes. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est parti en garde à vue arbitrairement comme ça. Il y en a un, qui a pas compris l'enjeu du truc et qui a fumé sa clope tranquille et nous, on voulait pas qu'il y ait de fumage de clope pour qu'on puisse pas fausser les résultats. Eh oui. On avait dit qu'on mangeait rien et qu'on fumait rien pour être sûr. Mmh. Voilà, donc bon. Mais on l'a fait sur nous-mêmes ça, sur, 3 à 4 résultats. D'accord, OK. Bon. Ah ouais. Et donc on a ça et on a ce truc où on peut diagnostiquer finalement, des gens s'ils veulent. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est légal ou pas, j'attends, conclusion de l'appel, donc procédure en appel. Mais si, c'est possible de faire un diagnostic avec ça, ce serait peut-être utile pour les gens de savoir quelle dose ils ont de cyanure dans le sang. Moi, je compte pas refaire des analyses comme ça, en manif parce que j'ai trop donné et que j'ai eu trop de Ouais, procédures ouais. judiciaires, ça coûte cher. Eh Mais oui. par contre, je pense que ce serait quand même bien qu'on s'intéresse à ce problème quelque part et Attends, qu'on mais tu le disais balance que pas sur la table, quoi. tu disais qu'on attendait encore un appel là ou j'ai pas compris parce que je Bah, lisais, j'attends un appel, ouais, j'attends l'appel de ça. Voilà. ah ouais, putain, ah oui, c'est long quoi, hein, la justice. Donc Babel Stitch disait que c'était peut-être des infiltrés qui ont foutu la merde parce qu'il y en a beaucoup. Bon, peut-être. Et ouais, en fait, le problème de la perception des infiltrés, c'est très compliqué. Beaucoup de monde perçoit des gens comme des infiltrés, alors qu'ils ne le sont pas. Et on a cette méfiance généralisée parce que, effectivement, il existe cette technique, elle est décrite dans les manuels de police américains, par exemple. La police française ne rend pas public, l'ensemble de ces manuels et cetera, donc je ne sais pas ce qui est écrit dans les doctrines françaises, mais en tout cas, les manuels américains, ont été rendus publics et dedans, les manifestations, il y a la technique de l'infiltration qui est décrite. Donc ça existe. Maintenant, c'est rare, c'est pas quelque chose de généralisable et je ne pense pas qu'on ait, une telle infiltration. Moi, clairement, les médics là qui ont commencé à nous agresser et cetera, je sais qui c'est. J'ai identifié qui c'était, j'ai vu qui c'était. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des infiltrés, ce sont vraiment des gens qui se sont chauffés tout seuls, en fait. Qui viennent du monde militant, qui étaient sur les ZAD avant et qui ont, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais ils se sont surchauffés sur ce sujet. Ouais, après, ça Donc arrive, hein. ouais, Alors, donc, après, tu t'es intéressé aussi à l'histoire des gaz, des armes chimiques, hein. Il y a un documentaire de Christophe Lafaille, je crois, qui s'appelle Histoire des gaz en Algérie, notamment. tout à fait. Donc, tu nous disais que tu joues au complotisme dans les manifs de Gilets jaunes. Enfin, et moi-même, tu me disais, je jouais le complotiste des fois.
Et voilà. On parlera de tout ça et aussi du complotisme et de la manipulation et de tout ça peut-être la prochaine fois, parce que là, ça fait un bon moment Ouais, avec Séverine, que tu je parles, voilà, avec Séverine. Alors en fait, voilà ce qui va se passer normalement. Là, on est le 24 novembre. Le 1er décembre, je reçois Pascal Marchand. Le 15 décembre, je te reçois encore Alexander, on dit Alexander. Hein. oui. Euh, Alex, c'est plus simple, comme ça tu galères. Alex, Alex Sam. Je te reçois encore. Donc, on va continuer cette histoire-là. Et Mhm. puis, le 26 janvier, c'est Albert Moukébert. Et le 13 février, tu reviens avec Séverine Falkovitch Ouais, ça pour va être nous top. Ouais. parler de manipulation. Voilà. Je vais tellement vous saouler, vous en pourrez plus de moi. En tout cas, c'est sympa. Je trouve qu'il Bah, y a c'est il y a des gens intéressant. qui te suivent. Et je pense qu'il y a une bonne ambiance ici. Oh, c'est cool, oui, oui. J'ai même pas de Ouais, c'est vraiment sympa. modération. Bon, on n'est pas Ouais, des non, c'est bien. milliers non plus, mais c'est tranquille, quoi. Non, mais c'est bien parce que enfin, moi, je suis toujours content de partager un peu cette expérience avec tout le monde. J'ai pas détaillé à fond, tu vois, tout ce que je fais sur le maintien de l'ordre, parce que derrière, dans un deuxième temps, j'ai beaucoup fait sur le maintien de l'ordre. Et je pense qu'on pourra peut-être parler de ça aussi la prochaine Oui, fois quand avec plaisir, on fera ouais. Séverine. Ouais. Et développer et parler peut-être un peu de fraude scientifique derrière, mais surtout du maintien de l'ordre, j'ai beaucoup de choses que j'ai lues et j'ai beaucoup bossé dessus avec différents chercheurs. Donc je pourrais t'apporter un petit éclairage, sur ça. Et Voilà. si peut-être Pascal Marchand peut venir, là, il pouvait pas aujourd'hui, il pourra aussi discuter avec toi. Lui, Ah, ce serait top, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ouais. Ouais. il travaille aussi avec le RAID, il fait donc au maintien de l'ordre, je sais pas. Bon, Ouais, ça peut être bien. voilà. Ça peut être très intéressant. Alors, bah, en tout cas, moi, je remercie tout le monde d'être venu, puis toi en premier, hein, Alex. Avec plaisir, hein. Alors, attends, non, c'est là. Hop, voilà. Je vais vous souhaiter à tous et toutes une bonne soirée. Alors, pour les modos, il y a juste JB qui accepte mes mots chelous. Voilà, c'est moi quand. Bah oui. Voilà, j'autorise. Mais Lola Springwater, des fois, elle dit zizi et des trucs comme ça. Et le Wisebot dit ah, catastrophe. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Puis, je vais vous envoyer en raid chez Dofla, je pense. Voilà. Et je vous dis du coup, à bientôt. Hein. Donc, la prochaine fois, je sais plus quand est-ce qu'on a dit que À c'était. bientôt et merci à Babel pour le petit message. À bientôt, Babel. Voilà. À bientôt à tous et bonne soirée. Je vais lancer le générique, tiens. Allez, bisous, c'est consenti. Ciao.